Alors je sais que pour l'instant on a fait ça dans l'ordre chronologique des sorties des films, mais on va un petit peu changer ça et parler de Clarisse, qui pourtant est sortie en 2021, avant de parler de la série de télé Hannibal, pour des raisons d'escalation dramatique de la vidéo. Vous verrez. Clarisse, c'est comme son nom l'indique, une série qui tourne autour de Clarice Starling, qui, spoiler, n'a de Clarisse que le nom, mais on va décortiquer ça plus tard. Pour l'instant, 1 an après la mort de Buffalo Bill et la libération de Catherine Baker Martin, grâce à la fraîchement agent Clarice Starling, cette dernière va être mutée à Washington sous les ordres de Paul Crenler dans une unité spéciale créée par Ruth Martin en réponse à ce qui est arrivé à sa fille. Ruth Martin, pour ceux qui ont oublié, c'était la sénatrice du Tennessee dans Le Silence des agneaux. Et Paul Crenler, si vous n'en souvenez pas, là, je sais plus quoi faire. Cette unité, c'est la VCAP qui va se spécialiser dans les tueurs en série, exactement comme la BAU de Crawford donc. Dans cette équipe, on trouve Crenler, qui ici est un bon mari et un bon père en instance de divorce parce que les deux parents sont alcooliques, mais ils se soignent. Et puis c'est un super agent qui fait tout pour son équipe, quitte à mettre en danger sa carrière ou même sa vie. I'm trying to protect you, Starling. From whom, sir? From yourself. Oui, donc là aussi, de Crenler, on n'a plus que le nom. Puis dans les nouveaux, on a Murray Clark, un vieux de la vieille qui ne veut pas grimper les échelons et qui est obsédé par la disparition de sa sœur qui a eu lieu lorsqu'il avait 15 ans. Il est raciste mais pas trop, misogyne mais pas trop, transphobe mais pas trop. C'est notre petit épouvantail personnel pendant cette série qui va illustrer puis condamner des caractéristiques qui pour les années 80, quand se passe notre histoire là, étaient extrêmement répandues. Oui, on verra ça plus tard. Thomas Esquivel, un ancien sniper qui est complètement oublié par les scénaristes après le 2e épisode, et enfin Shan Tripathi qui... Je sais absolument rien de ce personnage, je sais même pas pour la vanne, il a pas de personnalité, encore moins dark, donc On retrouvera dans une carrière parallèle Ardelia Mapp qui va devoir se battre constamment contre le racisme inhérent au FBI, mais aussi au juste pur racisme ouvert de son boss, puisque les spectateurs ont besoin d'un visage sur lequel placarder cette idée systémique, voyons. Oh, je vais adorer cette série. Dans la seule saison auquel on a eu droit, quelle horreur, quelle misère, on va suivre une enquête qui au premier abord semble être le fait d'un nouveau tueur en série, mais qui en réalité est une suite d'assassinats ordonnés par un mania pharmaceutique qui faisait des recherches sur un nouveau médicament qui avait des effets secondaires dévastateurs sur les femmes qui les prenaient, et qui, derrière tout ça, cachait un trafic de jeunes étudiantes en médecine qui profitaient de son programme boursier, destiné aux étrangers qui venaient faire leurs études aux États-Unis. Il a enlevé quelques-unes des étudiantes afin de les séquestrer et de les inséminer puisqu'il était obsédé à l'idée d'avoir des enfants. Donc finalement assez tranquille dans le panthéon d'Hannibal Lecter. En parlant de ça, tiens, la chose qui m'a le plus marqué finalement dans cette série, en dehors de la Clarisse qu'on a eue qui semble ne jamais faire d'erreur, tout en étant kidnappée à répétition par le scénario, c'est-à-dire sur 13 épisodes, on en a quand même 3 où Clarisse est enlevée, je m'avance, on va longuement voir pourquoi cette Clarisse spécifiquement n'est pas Clarisse, et je dis pas ça que pour exagérer, croyez-moi. Ce qui m'a marqué donc, c'est le traitement voldemortien de Hannibal Lecter. Il est très littéralement celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Il est le psychiatre cannibale, le tueur en série qui a psychanalysé Clarisse, l'échappé de l'asile qui a tué des gens notamment grâce à Clarisse. Et c'est très bizarre. Ça fait pas choix scénaristique volontaire, ça fait plus... on n'a pas eu tous les droits de cette histoire à cause de la série NBC qui s'appelle littéralement Hannibal et qui fait encore beaucoup de vues en streaming plus de 10 ans après ses débuts. Dis donc, mais on dirait bien que mon instinct d'enquêtrice est bien aiguisé, Pas comme si c'était dur à deviner tout ça. Les droits des récits de Thomas Harris sont divisés entre la MGM et Dino De Laurentiis, dont la femme, Martha De Laurentiis, avait produit la série Hannibal, et du coup, aucun personnage de Hannibal ne peut apparaître dans Clarisse. Je sais pas si j'ai besoin d'expliquer pourquoi c'est totalement con de vouloir faire une série post-Silence des agneaux sans Hannibal, sans Crawford, sans Chilton, merde. Ils ont même pas le droit de citer Will Graham, Freddie Lounds, Mason et Margot Verger, tous les personnages importants à ce lore qui ont fait partie de la série Hannibal, puisque la série Hannibal avait pour but de raconter tout sauf le silence des agneaux, on verra ensemble pourquoi, mais niveau écriture, ça avait un sens d'éviter ce récit-là. Je doute... Non, tu sais quoi, je sais que faire l'opposé, ne parler que ce dont Hannibal n'avait pas parlé, n'est pas une bonne idée. Et ça se voit, bordel. Clarisse ici est un tantinet chiante, elle est plus du tout religieuse, mais surtout, elle est à la fois infaillible selon ce qu'on nous dit, mais nulle selon ce que l'on voit. Je radote, mais 3 épisodes sur 13. 3 épisodes, elle se fait enlever, dont un où on a cette espèce de fétiche de torture du héros qu'on retrouve dans beaucoup de fictions. Et qui ne fonctionne que si tes spectateurs tiennent au héros, ce qui n'est pas le cas ici.
On est à l'épisode 5. Et croyez-moi, en 5 épisodes, ils nous la font pas kiffer, hein. Mais c'est bizarre quand même. Clarisse n'est pas aussi insupportable que cette Clarisse. On oublie la misogynie internalisée, la grossophobie à outrance, la rancœur envers les hommes du FBI qui ont la carrière facile, bref, tous les défauts de Clarisse sont effacés. Et c'est pas une bonne chose. Ce que j'aimais pas dans cette Clarisse n'avait pas été juste enlevé de celle-là. Ces défauts avaient été clairement calmés, et bon, j'admets, la grossophobie et la misogynie n'étaient plus là, mais la Clarisse du film avait quelques défauts, ce qui suffisait largement pour 1h30 de film. Là, on a 585 minutes, presque 10 heures de contenu d'une Clarisse qui est parfaite. Elle aime tout le monde, elle accepte tout le monde, elle s'excuse en pleurant de quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué, et jure de ne plus jamais faire cette erreur. Et c'est le cas, elle la fait plus. Elle trouve toutes les réponses sans avoir réellement besoin d'une équipe. Bref, Clarisse est parfaite. Tout comme Hannibal, dans Hannibal le livre et le film, est parfait. Et c'est d'un chiant à voir. Elle n'a pas d'obstacle qui lui soit propre, pas de contradiction d'envie et de devoir. Ce qui aurait pu être ajouté par la présence d'Hannibal d'ailleurs, mais ils peuvent pas se le payer, il est trop connu. Son gros obstacle, c'est qu'elle doit surmonter son PTSD de Buffalo Bill pendant la série. PTSD qui malheureusement la plupart du temps est placé à côté de celui de Catherine Baker-Martin qui est beaucoup mieux amené, beaucoup plus personnel, puisqu'il a créé notamment une agoraphobie extrême chez la jeune femme et aussi un désordre alimentaire, Bill choisissant ses victimes en surpoids pour leur peau plus grande. Donc ce trauma a un impact visible et interne chez Catherine, et il va culminer par elle qui essaye de comprendre Bill au travers de sa mère, étant donné qu'elle a du mal elle-même à comprendre sa propre mère. Mais elle oublie que la mère de Buffalo Bill l'a abandonnée à la naissance, donc ça sert à rien. Mais en même temps c'est une réaction extrême qui est emmenée après plusieurs épisodes et qui paraît logique vu, encore une fois, le PTSD qu'on nous a amené. Et à côté, on a Clarisse qui fait des cauchemars de coups de feu, ce qui dans la vraie vie est totalement important et compliqué à vivre, hein. Mais le fait est que narrativement, ça fait prout mouillé à côté de la narration de Catherine qui en plus de ça ne tourne que autour de ce trauma, tandis que Clarisse vit plein d'autres trucs, dont 3 enlèvements qui ont l'air bien plus traumatisants que la fusillade avec James Gumb, et qui pourtant ne lui donnent pas de cauchemar. Clarisse aurait pu avoir des soucis liés à celui dont on ne doit pas prononcer le nom, puisque c'est le trauma qui lui est propre, mais pas possible. Bref, on supporte une tête d'affiche tellement plate que les scénaristes en milieu de saison décident de laisser tomber ses flashbacks de Buffalo Bill et lui en font vivre sur la mort de son père, pour qu'elle découvre petit à petit qu'il magouillait des trucs pas très légaux avant de mourir, bien sûr. On ne peut pas avoir juste un garde qui meurt dans un braquage qui tourne mal dans l'ignorance totale de sa propre ville et sans aucune compensation pour sa famille nombreuse puisqu'il n'était pas en service, ce qui oblige la mère de Clarisse à l'envoyer chez sa sœur parce qu'elle ne peut pas s'occuper d'elle correctement, sans comprendre qu'élever quelqu'un dans une ferme à abattoir c'était pas forcément très sain. Non, il faut rajouter un mystère à cette histoire banale. Qui était banal par principe pour qu'Hannibal joue avec Clarisse en lui rappelant qu'elle n'est pas du tout spéciale ou importante. On rajoute du trafic, un père qui l'utilisait pour payer ses redevances sans être tué, une mère en apparence froide qui essayait juste de protéger ses enfants. Donc on rend Clarisse spéciale dans une histoire où elle était volontairement banale. Génial. Entre ça et ses défauts passés à la trappe, j'espère que vous comprenez maintenant pourquoi ça n'est pas Clarisse qu'on a sous les yeux. À la fois parfaite et incompétente, traumatisée et totalement saine d'esprit, banale mais spéciale, son écriture n'a aucun sens en plus d'être barbant à voir. Et puisque cette série nous rabâche bien qu'on est dans une suite directe du film Le Silence des Agneaux, allant jusqu'à faire parler l'actrice exactement comme Jodie Foster, You sit like you're used to the passenger seat. de temps en temps, la comparaison se fait très rapidement dans nos esprits de spectateurs avertis et Clarisse ne gagne pas du tout. La seule petite émotion que cette Clarisse m'ait fait ressentir, c'est une nostalgie intense pour Le Silence des Agneaux que pourtant j'ai vu beaucoup pour cette vidéo. Du coup, je l'ai re-regardé pour me purger de cette soupe froide à la fin. Crenler, il est ni raciste ni misogyne, il aime ses gosses et sa femme, il est prêt à mettre en péril sa carrière pour une nana qu'il avait virée une demi-heure plus tôt, c'est juste pas du tout Crenler. Ce qui m'amène à ma nouvelle théorie du complot. Je pense sincèrement que cette série n'avait pas du tout été pitchée comme une série de Clarice Starling, et si on commence à se dire ça, tout d'un coup il y a plein de trucs qui font sens. Crenler qui n'a plus aucune caractéristique de Crenler, qui fait même pas le même métier, et qui ressemblerait beaucoup plus à un Crawford potentiellement, Clarisse qui est pareil, Ardelia qui tout d'un coup se rend compte du racisme ambiant puant alors que dans tous les autres récits elle ne parlait que de mecs, j'ai pas dit que tous les changements étaient pour le pire, hein, ça c'est bien, l'absence de tous les persos importants du lore, alors oui, il y a le problème des droits, mais le fait est que l'écriture est faite sans qu'aucun de ces persos ne soit pris en compte ou ne joue un rôle un tant soit peu important. Et le truc, c'est que ça arrive très souvent qu'un projet soit pitché et qu'on colle une marque reconnaissable dessus pour faire plus de vues. Le public n'est juste pas mis au courant, puisque ce serait une sacrée stratégie marketing de merde.
Ah non, j'ai plus rien à dire sur Cranler. C'est votre archétype de chef un peu chafouin qui au fond aime son équipe. On a même droit au cliché du patron qui trahit tout le monde alors qu'en réalité il est super honnête, c'était juste un coup monté et... rien d'intéressant en vue. Ardelia Mapp est sûrement mon personnage préféré dans cette série, même si ça veut pas dire grand chose. En réalité, je l'aime parce qu'elle est la seule à avoir un arc narratif qui est développé sur toute la saison. Elle commence en bas de l'échelle, à faire un boulot de petite main, mais elle le fait extrêmement bien. Et si jamais il y avait une possibilité qu'on soit trop con pour comprendre, elle se fait saquer parce qu'elle est noire. On nous le dit et les autres personnes nous le disent. Il y a même un PNJ qui n'a comme rôle que de venir lui rappeler ça un épisode sur 2. Qu'on soit clair, j'aime bien qu'elle commence la série dans cette situation. Ce serait très hypocrite de la part de la série de parler de misogynie dans les années 80 en ayant un personnage féminin noir et de ne pas parler racisme. Bien sûr qu'Ardelia va s'en prendre plus dans la gueule que Clarisse, qui a le luxe d'avoir commencé sa carrière par l'une des réussites solitaires les plus enviables, un littéral roman policier. Ce qui m'embête, c'est le traitement de ce racisme. Au début, j'avais de l'espoir. La première fois qu'on a vraiment affaire aux conséquences de ce système, c'est quand Ardelia trouve des preuves clés pour une affaire et ne reçoit aucun crédit. C'est Clarisse qui est remerciée pour son travail. Cool, bien. On a un détail de dialogue qui passe vite et qui développe deux personnages en même temps. Clarisse qui ne se rend pas compte de ce qu'elle vient d'accepter et de cautionner donc, et Ardelia qui reçoit en pleine face pas seulement le fait que son travail ne soit pas reconnu, mais que sa meilleure amie fait partie du problème et que sa carrière n'avancera jamais. À votre avis, comment il gâche ça? Non, parce que là, vous savez que ça va arriver, il n'y a pas besoin de suspense. Donc, déjà, Ardelia va nous expliquer point par point ce qui vient de se passer, et pourquoi c'est mal, et pourquoi Clarisse devrait s'en vouloir, et pourquoi le FBI est pourri. Parce qu'on n'a pas le droit de réfléchir, pas pour une seule seconde dans cette série, vous allez très vite le comprendre. Ensuite, Clarisse, suite à cette dispute, s'excuse platement, ok, pourquoi pas. Elle se fait 2 minutes plus tard, enlevée, puis torturée pendant 45 minutes d'épisode, paralysée, électrocutée, tabassée, presque brûlée vive, pendant qu'un casting de personnages qui pour l'instant n'ont rien vécu qui pourrait les faire l'aimer, hein, on est à l'épisode 4 ou 5, je sais plus, donc Clarisse est donc, suite à ça, complètement pardonnée alors qu'elle n'a rien fait concernant l'histoire d'Ardelia. Sa torture sert à effacer le tableau et ça ne devrait pas marcher comme ça. Mais encore une fois, Clarisse est parfaite, il n'y a aucune conséquence à ses actions. Alors, ce combat d'Ardelia contre le racisme continue tout le long de la série. Elle hésite à rejoindre un mouvement qui joue le rôle des Black Panthers, ce qu'elle ne fait finalement pas puisque c'est pas son style, elle préfère changer les choses de l'intérieur. Ce qui est un bon sentiment, mais puisque cette histoire se déroule dans les années 80 et qu'on a toujours affaire aux racistes systémiques dans le monde du travail, ça diminue un peu l'impact du choix. Ou alors c'est que moi et mon cynisme, je sais pas. On rajoute à ça le fait que ce racisme prend une forme évidente et parfois ridicule dans le personnage du patron d'Ardelia, parce qu'encore une fois, on n'a pas le droit de réfléchir, il faut un croque-mitaine à détester, et une fois que ce mec est viré à la fin de la série, le racisme est résolu. Bien sûr. C'est bon. Si on compare ça au Silence des agneaux, puisque la série insiste pour nous rappeler un chef-d'œuvre régulièrement, le problème de misogynie qui est inséparable d'une institution comme le FBI n'est absolument pas personnifié par un seul gros dégueulasse. Dans Hannibal, le livre et le film, c'est le cas, mais dans le Silence des agneaux, c'est une pression constante, ambiante sur Clarisse. Et le seul autre agent qu'on côtoie, Crawford, est loin de la caricature de gros sexistes qu'on voit partout, notamment dans cette série. D'ailleurs. Mais il n'est pas sans défaut sur ce point. Il ne nous dit pas de trucs ouvertement sexistes, mais il prend des décisions qui sont en leur fond sexistes. Oh, je vais laisser ma jeune petite étudiante au milieu de ses agents en colère pendant que je soudoie leur patron, comme ça ils seront calmes. Me fou que ça la mette mal à l'aise ou que ça diminue son autorité. Show, don't, tell. On voit l'oppression, on voit les choix des personnages et donc leur morale boiteuse. T'as pas besoin de tout nous expliquer, laisse-nous réfléchir. Et le plus insultant dans tout ça, c'est que les créateurs savent avoir des moments subtils. Épisode 2, Clarisse doit aller sur le terrain, mais il n'y a pas de matériel à sa taille puisqu'elle est petite et menue et que tout est prévu pour les mecs. Pas besoin de plus d'explications. C'est un parfait exemple de comment une institution peut être misogyne sans insulter ouvertement les femmes. C'est le seul moment où on a ce genre de détails. Et pour le racisme, on aurait très bien pu avoir ce même traitement d'un système injuste, sans avoir cette tête de turc débile là, et tous les autres personnages secondaires qui ne sont absolument pas du tout racistes. Enfin, si, il y a Murray, mais lui c'est envers Escavez et Tripati qu'il l'est. Mais on est dans un océan de personnages très gentils et ouverts d'esprit, avec juste quelques personnages qui sont des caricatures finalement très inutiles, à une discussion sur les discriminations systémiques du FBI. C'est exactement ce que j'ai déjà dit sur Mason Verger, qui est tellement ridicule qu'il ne nous permet absolument pas de condamner chacune de ces nombreuses stars. Bref, dommage. Il y avait l'occasion de traiter un sujet important avec la subtilité de l'œuvre que cette flaque tiède là semble vouloir copier. Mais on arrive sur la même subtilité qu'un épisode de Bones. C'était vachement nul, Bones, quand même, non? Ou NCIS. Les experts. Grey's Anatomy. Putain, mais c'était pas mieux avant, en vrai, hein?
Ah oui, merde, j'ai pas fini moi. Mais on a d'autres fulgurances de bonne écriture, de bonne base, ce qui est d'autant plus insultant quand ils se foirent plus tard quand même. Hein. Ruth et Catherine Martin sont très intéressantes dans cette série, je vous l'ai déjà dit vite fait. Catherine démarre la série en étant complètement traumatisée par son expérience avec Buffalo Bill. Elle reste séquestrée chez sa mère, enfermée avec Bijou, le chien de James Gum qu'elle a récupéré. Et j'avoue que c'est un point que j'avais pas très bien compris dans le film. Le fait qu'elle adopte le chien qu'elle était prête à tuer. Mais en même temps, c'est une réponse à un trauma qui paraît pas non plus impossible. Et ça creuse un petit peu le personnage, en mode, bon, elle a voulu tuer un toutou, mais juste parce qu'elle était sur le point de mourir, hein, voilà. Mais dans la vraie vie, elle arrive quand même à faire preuve d'empathie envers les animaux. C'est pas un monstre, juste une victime. Donc elle garde le chien, s'en occupe très mal puisqu'elle ne sort pas, refuse de manger autre chose que des yaourts nature, fait beaucoup de sport, ce qui fait qu'elle a perdu énormément de poids en à peine 1 an. Ces caractéristiques découlent directement du silence des agneaux, se voient sur le personnage et nous en disent long sur son esprit en miettes, sans avoir à nous le dire. Vous vous doutez que les personnages nous le disent quand même, hein, mais Catherine Baker-Martin dans Clarisse, ok, cool, sympa. Bien dans la suite directe du film. Au milieu de la série, elle arrive enfin à quitter sa maison et va même en date avec un ex. Et ça se passe très mal puisqu'elle a l'impression que les gens autour d'elle s'approprient son histoire sans arrêt. La principale fautive étant sa mère. Ruth Martin n'avait pas beaucoup de personnalité dans Le Silence des Agneaux. Elle était une sénatrice austère et en colère, mais en même temps, quand ta fille vient d'être enlevée par un tueur en série qui dépiote ses victimes, y a de quoi l'être. Du coup, ça a laissé beaucoup de liberté au scénariste pour en faire un peu ce qu'il voulait. Ici, au début, elle nous paraît aimante, très attachée à sa fille et à ce qu'elle a vécu, allant jusqu'à créer le fameux VCAP, qui n'a pour but que d'éviter que d'autres parents aient à vivre le même enfer. Elle passe devant une commission pour justifier de l'existence et du coût de cette unité, où elle va faire un grand discours bien galvanisant sur l'histoire de sa fille et le fait que tout ça aurait pu être évité avec une équipe comme la VCAP. Ce que nous, spectateurs, allons interpréter comme une réponse très impressionnante au stress d'être foutu sans prévenir devant une dizaine de caméras. Mais plus tard, alors que Catherine, Ruth et Clarisse mangent ensemble, Catherine dit enfin tout ce qu'elle pense à sa mère, à savoir donc qu'elle utilise son histoire, qu'elle se l'approprie pour avancer dans sa carrière politique. La dispute qui suit est, je pense sincèrement, la meilleure séquence de la série. C'est pas grand chose, mais tous les points de vue à cette table sont parfaitement logiques, justifiés et surtout nuancés. La fille fait de son mieux pour surpasser son trauma, la mère fait tout ce qu'elle peut pour l'aider, et Clarisse n'a pas peur de prendre parti. Elle n'est pas la Suisse dans cette histoire. Elle aussi a été traumatisée par Buffalo Bill. C'est leur histoire à toutes les deux et à toutes les autres victimes. Donc même si tout ce que fait Ruth est honnête et pour le bien des autres victimes potentielles, son traitement de sa fille et de son histoire sont tout à fait critiquables. La séquence dure un peu trop en longueur et il y a des lignes un chouïa poussées à fond. You're the captain of the US Emotional Gymnastics Team. Ça veut rien dire, et les actrices de Catherine et Ruth incarnent parfaitement bien leur rôle. Ruth, c'est une des actrices que j'ai vues dans Criminal Minds d'ailleurs. Je sais pas comment elle fait, mais même si son jeu global est pas exceptionnel, hein, elle sait parfaitement bien avoir l'air pitoyable. Vous savez, quand on est mal pour quelqu'un tout en sachant que c'est un peu de leur faute. Je sais, c'est très spécifique. Kathy Bates fait aussi très bien ça, et beaucoup mieux. Elle sait faire d'autres trucs, mais je m'égare. Et pour ce qui est de Catherine, elle a ce physique d'ancien surpoids qui a dû être super dur à trouver au casting. Et elle donne tout ce qu'elle a pendant toute la série pour le coup. Mais, parce que bien sûr il y a un mais, plusieurs même, Ruth est oubliée par les scénaristes une fois passé cet épisode. Le seul moment où elle va servir à nouveau, c'est à la fin pour donner l'ordre à l'équipe de lancer l'assaut. Et tu sens bien qu'ils ont fait ça juste pour nous rappeler qu'elle existe. Et pour ce qui est de Catherine, elle décide d'aller tuer la mère de Buffalo Bill dans un épisode qui pourrait s'appeler Mommy Issues entre tous les persos qui en ont. Un peu extrême comme fin pour un des rares personnages qui avait des réactions violentes tout le temps, mais disons que c'est la seule qui était justifiée là. Je peux pas honnêtement dire qu'elle est subtile, mais elle est bien écrite au début. En plus après ça, elle est juste internée jusqu'au dernier épisode où Clarisse va la visiter pour qu'elle pleure enfin. Attends, on a déjà vu Clarisse pleurer, c'est pas nouveau. Et là c'est sur les souvenirs de ses parents, même pas de son trauma de Buffalo Bill, donc ça n'a aucun rapport avec Catherine, et tu sais quoi, j'en ai rien à foutre. Vous voulez pas écrire, moi je veux pas réfléchir dans le vide. Hein. Murray est au départ intéressant puisque c'est le seul qui a ouvertement des défauts sur lesquels il pourrait bosser. Je dirais même plus qu'il aurait pu être la valeur étalon de ce qu'était un bon gars à l'époque où se déroule notre histoire. Il est raciste mais cordial avec ses collègues de couleur, sexiste mais accepte quand Clarisse a objectivement raison, parle à son patron comme si c'était son égal puisque lui n'a aucune envie de gravir les échelons, c'est un pervers mais qui assume tellement son truc que ça en devient intriguant, genre serait-ce une addiction développée par des décennies de solitude dans un boulot violent et émotionnellement éreintant ? Vous avez compris à ce stade que la bonne écriture on l'envoie bouler, hein? Oui, donc cette addiction n'en est pas une, il se paluche pas devant ses magazines, il cherche sa sœur disparue depuis son adolescence et qui selon lui a sûrement fini de trafiquer dans l'industrie du porno. Parce qu'on ne peut pas avoir de défaut dans cette série.
Son racisme, réglé au bout de 2 épisodes, alors qu'en théorie, ces gars bossent ensemble depuis longtemps. Son sexisme, zappé au bout du 3e épisode. Sa transphobie, réglée dans le même épisode où elle est découverte. Alors je veux bien qu'on soit face à un personnage qui apprend particulièrement bien de ses erreurs, si on oublie qu'il est vieux et que donc il a de grandes chances d'avoir déjà été confronté à tous ces problèmes-là, ok? Mais quand la série, à l'épisode 12 sur 13, est obligée de nous remettre des agents mecs ouvertement sexistes pour qu'on se rappelle que le FBI est sexiste, puisque c'était un des sujets principaux du Silence des agneaux, on pourrait commencer à se dire que ça aurait été bien d'insérer ce défaut dans tes personnages macho masculins, agents du FBI bourrus là. Ils sont là, ils existent, ils ont le droit d'avoir des défauts sur lesquels ils bossent pendant la série. Parce que quand même, vous copiez-collez le film sans aucune modification dans certaines séquences, mais vous êtes pas foutu de garder le thème sous-jacent du film et du livre? Non, parce que les personnages n'ont pas le droit d'avoir de vrais conflits moraux ou sociaux. Tout le monde s'aime et se soutient et j'en peux plus. Racontez-moi une vraie histoire, bon sang. Esquivel est un cas d'étude. Tout son arc est contenu dans l'épisode 3 ou 4, je sais plus, j'ai la flemme de vérifier à ce stade. Mais alors, c'est pas comme si c'était un épisode dédié à ce personnage. Hein. C'est pas le cumul de plusieurs épisodes qui nous posent des questions sur lui. C'est pas l'éclatement de la tension montée en lui pendant des plombes. C'est littéralement lui, assis devant un suspect qui nous dit son histoire, de A à Z, y compris tous les conflits intérieurs, le côté sombre de son esprit, ce qu'il regrette, tout. Puis du coup, après cet épisode, les scénaristes avaient plus rien à dire sur lui. Le seul truc qu'on apprend, c'est qu'il est en couple depuis longtemps, mais qu'ils doivent se cacher à cause du racisme des années 80, ok. Et à la fin, il récupère une info auprès d'un suspect en utilisant la force, mais surtout sans autorisation, c'est ça qui est important, voyons. Et il décide de se poucave lui-même, puisqu'il a un honneur. Voilà, c'est la totalité du personnage. Cool. Et puis on a Tripathi, qui encore une fois n'a droit à rien. C'est le vide, je ne vois que Kuttner. Cette série utilise des ressorts dramatiques qui devraient être réservés pour une série qui a mis en place une relation plus proche entre ses personnages. Genre Clarisse qui se fait prendre en otage à l'épisode 2, ça fonctionnerait si son équipe à l'extérieur, vous savez, l'aime bien et veut prendre soin d'elle. Au début de ce même épisode, Crenler la vire et lui dit et lui répète qu'elle ne fait que des erreurs, qu'elle va causer la mort de ses collègues, qu'elle a rien à faire ici. Parce qu'il fallait aussi utiliser le fameux cliché du patron qui ne veut pas du personnage principal et à qui on va prouver qu'il a tort. Mais du coup, personne n'aime Clarisse. Le seul perso qui n'est pas hostile fait en réalité semblant pour que Crenler en apprenne plus sur elle. Donc personne n'aime Clarisse. Oui, ben non, du coup ça marche pas. Ça pourrait marcher si à la fin de cet épisode, toute cette débâcle rapprochait les personnages, et je suis à peu près sûr que c'est ce que la série croyait faire, sauf que le rapprochement ne se fait pas puisque les personnages ne se parlent pas. Il y a l'équipe qui comprend des trucs sur l'enquête à l'extérieur, et Clarisse qui comprend les mêmes trucs en parallèle sans leur aide à l'intérieur, ce qui fait qu'il n'y a absolument pas de travail d'équipe, donc pas d'appréciation des uns pour les autres. Et pourtant, à la fin, on a Crenler qui lui fait confiance pour absolument aucune raison, puisqu'il y a 10 minutes il lui disait qu'elle était nulle, mais le scénario il a dit qu'il était temps qu'ils s'aiment bien, donc c'est bon, chaud, on coupe la radio, tu fais ce que tu veux. Et certes ça fonctionne, puisque bien sûr c'est Clarisse, on verra qu'elle ne peut pas faire d'erreur, mais bon sang qu'il y a aucune raison qu'elle ait raison. Et encore, à ce stade, c'est pas très grave comme narration boiteuse, hein, ça s'empire à chaque épisode. 3 épisodes plus loin, elle se refait kidnapper, parce que malgré ce que nous disent les personnages, Clarisse fait de la merde. Elle est torturée non-stop pendant 45 minutes à l'épisode 5, et les personnages qui ne l'aiment toujours pas doivent aller la sauver. Même sa meilleure amie Ardelia Mapp s'est engueulée avec elle juste avant, puisque là on voulait utiliser le cliché de « Notre dernière conversation était une engueulade, il faut que je lui dise que je lui pardonne », en plus du cliché de la torture du héros. Et Ardelia avait de très bonnes raisons d'envoyer Clarisse chier, hein. Elle a totalement raison, Clarisse a été nulle. Elle sait ce que c'est que d'être une femme au FBI et sa pote doit en plus de toute cette merde supporter le racisme puant ambiant du bureau. Elle voit sa carrière lui filer devant les yeux alors qu'un mec blanc serait déjà le patron vu la qualité de son travail. Et Clarisse a juste ignoré tout ça et n'a pas permis à Ardelia de récupérer les fruits de son propre travail. Donc là, à ce stade, nous non plus. On n'aime pas Clarisse. Et on doit la voir se faire droguer, électrocuter, paralyser et presque brûler vive. Comment vous dire que tout ça aurait eu beaucoup plus d'impact si on aimait ce personnage. Et que son pardon par pétage de gueule, c'est un peu du foutage de gueule aussi. En fait,
Les scénaristes n'arrivent pas à se décider sur ce qu'ils veulent. On va avoir tous les clichés de scénar de séries policières utilisés, juxtaposés les uns aux autres, alors qu'ils vont souvent se contredire. Le personnage de Murray nous est présenté au début comme un vieil agent qui connaît les ficelles, qui connaît Cranler, qui n'a plus aucune inhibition au bureau, puisqu'il y a passé sa vie. Il est ouvertement raciste envers ses collègues, tout en étant leur pote et collectionne des magazines porno. Puis, à partir du milieu de la saison, je déconne pas, les scénaristes se sont dit qu'ils voulaient aussi le cliché de l'agent obsédé par une seule affaire pendant toute sa carrière, au point d'en devenir compulsif. Avant ça, il l'était pas du tout. Ça apparaît au milieu. Ah, et puis bien sûr, son défaut de collectionner du porno, c'est parce qu'il cherche sa petite sœur, parce qu'on n'a pas le droit d'avoir le développement du personnage assez subtil d'un vieux seul tellement stressé et décomplexé par son travail qu'il se réfugie dans une addiction aussi normalisée que le porno. Et c'est là que je vous redis que la subtilité, ici, zéro, nada, niet. On la jette par la fenêtre. Il faut que le spectateur comprenne quelque chose dans l'histoire, et ben les personnages vont leur expliquer exactement ce qui se passe. Au point où, quand même, quand un enquêteur interroge un gars, on pourrait montrer Clarisse qui écoute attentivement ce qu'il dit pour tout simplement nous montrer qu'elle se demande ce qu'il a à dire. Mais non, elle nous le dit. Très utile, merci Clarisse Obvious. T'as même une conclusion d'enquête pendant laquelle tu as Clarisse qui nous fait l'analyse de l'histoire, genre point par point, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, quand, comment, elle fait son rapport. En voix off. Pendant que les tueurs nous expliquent mot pour mot la même chose. Mais non mais à ce stade c'est une vanne. J'ai pas remonté le truc, regardez ça. She'll say she was so lonely. Mais enfin, mais on n'a pas 2 ans. Choisissez l'un ou l'autre, soit Clarisse explique, soit les persos nous expliquent. Pourquoi vous faites les deux, sérieux ? Parce que les scénaristes ne savent pas choisir, je vous l'ai déjà dit. J'ai rarement vu une série qui se prenait autant au sérieux tout en nous parlant comme si on était des gosses. Si, j'en ai vu plein, j'ai grandi dans les années 2000, vous avez vu les séries policières qu'on se tapait ? C'est pas vraiment dans la subtilité et la confiance de l'intelligence du spectateur, bien au contraire. Cette série, c'est une copie de toutes ces séries policières, niveau écriture, donc mauvais niveau, mais qui se prend pour Hannibal. La série, au moins ça va nous faire apprécier Hannibal encore plus. Cette série a sapé mon énergie. Chaque épisode m'épuisait de plus en plus. Et pas parce que mon attention était demandée tout du long, mais plutôt l'inverse. Je pense que c'est évident vu la longueur tout à fait normale et saine de mes vidéos, mais il faut que mon petit cerveau soit stimulé constamment. Je suis un iPad kid qui a grandi avant l'iPad. Si quelque chose est trop simple, trop facile à prévoir, je m'emmerde. C'est pas ouf d'être comme ça, je le souhaite à personne puisque ça veut dire que chaque soir, pour m'endormir, c'est une catastrophe. Mais là, dans ce cas précis, ça veut dire que pour espérer voir tous les épisodes de cette série, et il y en a que 13 de 40 minutes chacun, c'est pas énorme, je devais passer mon temps sur mon téléphone, je l'avoue. Sans ça, j'aurais mis des semaines à tout voir et à oublier au fur et à mesure ce qui s'y passait. Et j'aurais pas pu finir cette vidéo. Tout ça pour que vous compreniez à quel point on s'ennuie devant Clarisse. Il se passe des trucs, c'est pas lent ou volontairement contemplatif, c'est juste que chaque point de tension, chaque retournement, chaque drame est prévisible. Rien ne surprend. Et même ce qui pourrait fonctionner, notamment dans le drame des personnages qui n'ont pas besoin d'être des chocs pour capter notre attention, même ça c'est raté. Prenez le dernier épisode. On a Clarisse qui est kidnappée par le fils du gros méchant. Bien sûr que tout le monde pouvait prévoir ça, c'est le fils du gros méchant. Elle atterrit dans un hangar où le gros méchant détient des femmes pour tenter d'avoir des bébés. Méchant qui est obsédé par le mythe de Chronos, comme Clarisse nous l'a dit plusieurs fois l'épisode d'avant. Pour résumer, alors Chronos, il a émasculé son père, Uranus, arrêtez de rigoler, qui avait enfermé tous les titans, dont Chronos, dans les entrailles de Gaïa, leur mère, la Terre. Une fois le zizi du papa coupé et lui zigouillé arrivé à la surface, Chronos est devenu obsédé par une prophétie qui disait qu'un de ses enfants lui ferait la même chose qu'à son père et le tuerait. Il décide donc d'engloutir ses enfants dès que sa femme les met au monde. Jusqu'à la naissance de Zeus qui se cache et qui, une fois grand, emprisonnera Chronos dans le Tartare, non sans qu'il ait régurgité toute sa descendance auparavant. Une histoire 1000 fois plus passionnante que celle de la série, ne vous y habituez pas. Ici, le gros méchant est obsédé à l'idée d'avoir des enfants. Alors qu'il a un enfant d'ailleurs, vous comprendrez que ce détail rend sa quête de morpion un tantinet moins compréhensible quand même, j'espère. Mais la série essaye de justifier ça, il lui faut plusieurs enfants, précisément un deuxième fils parce que son papounet aimait plus son frère handicapé que lui quand il était petit. Bref, tout ça pour dire, la série te dit que ce personnage est obsédé par le mythe de Chronos. Du coup, tu devines que ça va avoir un rapport avec sa progéniture, puisque tout ce mythe tourne autour de la descendance, et tu peux même déjà deviner que c'est son propre fils qui va le tuer. La révélation de ce que fait le méchant n'est donc pas vraiment une révélation, le choix que va faire son fils non plus, et oh là 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 là, il est devant l'étagère avec tous ses fœtus avortés là, c'est marrant, je me demande si...
J'ai pas remonté cette séquence. C'est vraiment le montage qu'il y a dans la série. Mais c'est pas très bon. Mais ce qui me vexe le plus, ce qui montre que les gens qui créaient cette série ne savaient absolument pas ce qu'ils faisaient, on est sur une prise d'otage, la 3e de la série, et 3e où Clarisse est la victime d'ailleurs, donc ce point non plus n'est pas très étonnant. Toute l'équipe se prépare à aller la sauver, y compris Ardelia et la sénatrice, qui doit donner le feu vert malgré les preuves plutôt légères et obtenues illégalement. Mais c'est Clarisse, il faut la sauver, voyons, tout le monde l'adore. De ce qu'on nous dit, et entre avec toute une équipe d'agents armés jusqu'à l'os. Ardelia et Crenler se retrouvent tout seuls, tout d'un coup, il y a des coups de feu hors champ et Crenler est touché malgré son gilet pare-balles. Et le moment tombe complètement à plat, comme tous les moments de tension de cette série. Et pourtant, Ardelia et Crenler sont mes 2 persos préférés, hein. Ça veut vraiment pas dire grand chose, mais je me serais contenté de que dalle pour tirer la larmichette là. Déjà, le tir est hors champ, on retrouve Crenler au sol. On le reconnaît pas avec le cadrage et la lumière, Ardelia doit nous dire que c'est Crenler pour qu'on comprenne ce qui vient de se passer. Elle se rapproche et le voit saigner. Oh mon dieu, monsieur Crenler, vous êtes touché. Ah mais oui, voilà la balle, elle a évité votre gilet, monsieur Crenler. Faut que j'appuie sur la plaie, monsieur Crenler. Comme le montre le sang dans votre bouche, votre poumon est touché, monsieur Crenler. Ah oui, monsieur Crenler, c'est une bonne idée, faudrait que je demande de l'aide, dites donc. Ta gueule! Pardon, c'est trop violent, mais mon dieu, t'as besoin de très littéralement rien nous dire, on n'est pas con. C'est un des trucs les plus faciles à faire, une séquence comme ça. Tu peux nous montrer l'échange de balles pour faire monter la tension. Dans le chaos, Crenler est touché, Ardelia se débarrasse de toutes les cibles. Une fois que ça se calme, elle remarque être la seule debout. Crenler est à terre. Elle le retourne, il saigne, elle cherche la plaie, la trouve dans l'angle mort du gilet, elle appuie dessus et tu coupes. Tu retrouves le reste de l'équipe qui reçoit la demande de médic. Pourquoi vous pouvez pas vous empêcher de tout nous dire? On n'est pas con, on peut voir ce qui se passe si tant est que vous nous le montriez. Cette séquence, c'est le parfait exemple de tout ce qui va pas dans la série. Les scénaristes voulaient utiliser le cliché d'un des membres de l'équipe qui manque de mourir. Ils voulaient aussi le perso qui tue un seul ennemi au sniper et qui déclare que c'est bon, la zone est nettoyée. Et celui des femmes qui sortent du complexe en pleurs. Et un des agents qui en attrape une et lui file sa veste plutôt que de l'emmener loin de la zone. Mais cet agent n'a absolument rien fait là. Il était dehors dans le camion, il a rien foutu. Il y avait un groupe d'hommes en train de tuer les méchants à l'intérieur, mais il fallait que ce soit un visage connu qui ait ce cliché-là. Sinon, c'est pas vraiment un cliché. Mais il fallait pas que ces personnages soient dans le complexe en train de sauver des gens avec Crenler et Ardelia. Sinon, on n'aurait pas eu leur tête-à-tête et la réaction des autres face à l'appel des secours pour leur chef. Et il fallait le tir unique de ce personnage parce que sinon, il ne sert à rien. Et tout ça se passe complètement coupé des scènes avec Clarisse puisqu'il faut qu'elle se sorte de cette situation toute seule et je déconne pas, en poussant un personnage au suicide. Et on est censé aimer ce personnage. Je sais, j'ai dit qu'il lui fallait des défauts, mais le coup du lapin que tu te tapes après 12 épisodes, avoir un perso moralement pur et sain, paf, elle déteste tellement ce type qu'elle le pousse au suicide. Pas du tout par légitime défense, qu'on soit clair, il s'était rendu là. Et en plus, à l'épisode précédent, ils ont voulu utiliser le cliché du méchant qui pourrait être amoureux de l'héroïne et changer de camp. Donc ça veut dire que 45 minutes plus tôt, là, il était assez apprécié de Clarisse et de nous pour que ce soit une possibilité. Donc il y a rien dans la durée qui nous prouve qu'il mérite de crever comme ça, parce que vous êtes pas foutus de choisir des clichés qui se contredisent pas. Tout ça pour vous faire comprendre que ces scénaristes sont comme des auteurs de fanfiction qui veulent utiliser les clichés narratifs qu'on aime bien sans passer le temps de construire les personnages assez longtemps pour que ces mêmes clichés soient satisfaisants à voir. Si tu veux mettre un protagoniste en danger de mort, il faut d'abord que tu nous fasses apprécier ce protagoniste. Là, c'est la 3e fois que Clarisse se fait enlever, la première datant de l'épisode 2. Quand même, j'ai pas peur pour elle et je ne tiens pas à elle. Elle n'est pas attachante, pas intrigante, pas particulièrement douée. Bref, si vous voulez de l'attention, placez d'abord une bonne base de normalité. Comment se déroule une enquête basique avec cette équipe? Comment tout le monde réagit face à leur boulot? Quel est le statu quo? Et ensuite, tu viens lui péter la gueule au statu quo. Cette série n'a pas de normes et en plus se sent obligée d'utiliser ces personnages comme narrateurs supplémentaires pour nous prendre pour des cons et s'assurer qu'on n'a surtout pas de questions qui restent en suspens. Je pensais pas pouvoir me sentir autant prise de haut par une écriture aussi débile.
On arrive au plus compliqué à résumer. Ceux qui me suivent depuis un moment sauront déjà que j'hésite beaucoup à parler de séries, soyons honnêtes, à parler de Star Trek, puisque je sais juste pas dans quel sens aborder la chose. Je résume tout, j'analyse des épisodes particulièrement marquants, je décortique les personnages et leurs arcs. Tant de possibilités... Oui, on va tout faire, vous avez deviné. Hannibal est une série télé sortie en 2013 et comportant 3 saisons, avec comme duo de stars principales Hugh Dancy en Will Graham et Mads Mikkelsen en Hannibal Lecter. On retrouvera aussi Lawrence Fishburne en Jack Crawford, Raoul Esparza en Dr. Chilton, Richard, roi des nains sexy Armitage en Doloride. Bref, tous les personnages importants des bouquins, sauf Clarisse. Mais on a Gillian Anderson, ma reine, mon impératrice. La série n'est pas une adaptation directe des livres, mais plutôt un mélange de tout ce qui compose le canon d'Hannibal Lecter. On va avoir des éléments déplacés, modifiés, virés entièrement ou copiés-collés à l'exact dans l'histoire. Will Graham est ici un jeune profiler travaillant au FBI, plus comme professeur de profiling au début de la série que comme enquêteur, puisqu'il est particulièrement doué, mais aussi particulièrement instable. Jack Crawford va faire appel à son aide pour trouver plusieurs tueurs en série, seulement la capacité bien utile de Graham à se mettre à la place des tueurs n'est pas sans conséquence, son esprit se met à lui jouer des tours et lui-même, en plus des personnages qui l'entourent, a peur d'un peu trop se rapprocher du savoir-faire de ses tueurs et de leur passion meurtrière. La grosse affaire réglée dès le premier épisode, c'est celle de Garrett Jacob Hobbs, qui est une affaire qui était citée dans le livre Dragon Rouge. Garrett Jacob Hobbs, qui a un nom beaucoup trop rigolo à prononcer, amenait des jeunes filles chez lui pour les torturer et les tuer alors qu'il avait lui-même une fille, Abigail. Will parvient à la sauver in extremis, tuant Garrett Jacob Hobbs devant elle, ce qui fait qu'Hannibal Lecter va commencer à s'occuper de ses nouveaux patients traumatisés, Will et Abigail. Hannibal va se rapprocher d'elle et apprendre qu'en plus d'être au courant de ce que faisait son père, c'était même son rôle de lui ramener des jeunes filles. En parallèle, Will va aussi essayer de la consoler, il lui apprend à pêcher, Hannibal lui apprend à chasser. C'est le début d'une relation père-fille avec les deux hommes en même temps. Abigail va représenter une sorte de fille adoptive pour Will et Hannibal avant même que leur relation à eux n'évolue. Et elle sera importante plus tard, retenez-la. Hannibal va se rapprocher de Will, Abigail, mais aussi de la femme de Crawford, Bella, qui vient le consulter, ce qui donne toujours plus d'outils de manipulation à notre cannibale préféré et qui va lui permettre d'en apprendre plus sur Crawford, qui est son problème principal au FBI, puisqu'il s'occupe de l'affaire du Chesapeake Ripper, donc l'affaire d'Hannibal Lecter. Graham va rencontrer le docteur Gideon, un ancien psychiatre devenu fou, ça va devenir un pattern, vous allez voir, qui a tué une infirmière exactement comme Hannibal tue ses victimes, s'appropriant ainsi le travail, que dis-je, les œuvres d'art d'Hannibal Lecter. Le docteur Chilton, directeur de l'hôpital psychiatrique pour criminels violents du Maryland, croit pouvoir trouver la gloire en paradant le Chesapeake Ripper un peu partout, mais Crawford reste convaincu que Gideon n'est qu'un copycat. C'est ici qu'on apprend que l'une des étudiantes de Crawford, particulièrement douée et à la carrière prometteuse, qu'il avait envoyé faire son travail à sa place sur l'affaire du Chesapeake Ripper, à force de creuser des pistes qu'elle avait trouvées seule, a rencontré le tueur et ne s'en est pas sortie. Elle s'appelait Myriam Lass, pas Clarice Starling. À force de cas de plus en plus violents et étranges, et à force de manipulation du côté de Lecter, les troubles de Will se développent, il a de plus en plus d'absence et va même jusqu'à recréer un crime sur une scène de crime et la contaminer, ce qui nuit à l'enquête bien sûr. Malgré ça, Will développe un début de relation avec le docteur Alana Bloom. Oui, il y a plein de docteurs, je l'ai même pas encore placé, mais dans cette première saison, on rencontre Bedelia, la psychiatre de Hannibal Lecter et ma déesse. Le docteur Gideon finit par s'échapper lors d'un transfert seulement pour pouvoir un jour rencontrer le Chesapeake Ripper, et pour lui faire plaisir, il prépare un panier garni avec plusieurs organes récupérés directement sur le docteur Chilton alors qu'il est éveillé. Tous les crimes suspects qui suivent viennent de lui et de son envie d'attirer Hannibal, alors que ce dernier sent l'étau se resserrer puisqu'il est au courant de tout ce que découvrent Will et Crawford. Pendant toute la saison, il va manipuler les deux agents, et même la femme de Crawford, il va aggraver les symptômes de Will et planter des preuves qui pointeront dans sa direction, ce qui va marcher du feu de Dieu. Will finit dans l'hôpital du Dr. Chilton, arrêté pour les crimes du Chesapeake Ripper, dont le meurtre présumé de Abigail Hobbs, dont on a retrouvé une quantité de sang mortelle, notamment sur Will. Ah oui, il a mangé son oreille aussi. C'est un détail.
On commence la saison par une future bagarre épique entre Crawford et Hannibal. 12 semaines avant ça, Will est en prison, interrogé par les docteurs Chilton, Bloom et Lecter, le premier qui veut le décortiquer pour en faire un cas d'étude qui vendra des livres, la deuxième qui veut l'aider à se rappeler de ses crimes hypothétiques par l'hypnose, et le dernier, on verra pourquoi il lui colle aux fesses alors qu'il a déjà eu ce qu'il voulait de lui. Hannibal prend le rôle de profiler que jouait Will dans l'équipe de Crawford, alors que Bloom porte plainte contre les deux pour faute professionnelle puisqu'ils ont mené Will à ses crimes selon elle. Plus tard, Crawford ira lui-même consulter Will au sujet de l'enquête en cours. Ce dernier sait qu'Hannibal est le Chesapeake Ripper et essaye de le contrer tant bien que mal. Bedelia comprend qu'Hannibal n'est pas sain et lui demande de ne plus jamais la contacter, alors qu'elle va directement dire à Will qu'elle le croit quand il dit que Hannibal est le tueur qu'Hannibal. Will accepte de suivre une thérapie avec Chilton, cette fois-ci à la condition qu'il ne laisse pas Hannibal l'approcher. Ce dernier qui suivait toujours la femme de Crawford l'accompagne dans sa fin de vie due à un cancer. Beverly Katz, une des membres de l'équipe de Crawford, va aller chercher des preuves contre Lecter, mais ce dernier va malheureusement la choper la main dans le sac. Freddie Lounds, journaliste qui est là depuis le début mais que je n'ai pas cité, retrouve son corps, ce qui est l'un des meurtres les plus marquants de la série et que je peux définitivement pas montrer sur YouTube, comme tous les autres meurtres très graphiques de cette série d'ailleurs. Gideon revient, refuse de vendre la mèche sur Hannibal, Will essaye de tuer Hannibal, ça ne fonctionne pas, et notre cuistot préféré prépare une grande réception, ce qui coïncide bizarrement à de nouveaux meurtres du Chesapeake Ripper, mais Crawford ne semble pas croire Will à ce sujet. Le Dr Chilton, par contre, a l'air plus ouvert à cette supposition. Miriam Lass, l'étudiante de Crawford, est retrouvée vivante après 2 ans de séquestration, et oui, un bras coupé n'est pas preuve de décès, comme on dit nulle part. Traumatisée, elle ne peut rien décrire du Chesapeake Ripper, mais au moins les preuves qu'on retrouve sur elle permettent enfin d'innocenter Will qui sort de l'hôpital. Manque de bol pour lui, le seul gars qui avait l'air de croire lui aussi que Hannibal était louche est désigné comme coupable par Miriam Lass qui va lui tirer dessus. Crawford veut que Will et Hannibal se rabibochent, je comprends Jack, il y a beaucoup de gens qui shippent ces deux-là, mais il y en a un qui a essayé de tuer l'autre de ce que tu sais quand même, hein. Mais pour forcer la réconciliation, quoi de mieux qu'une petite affaire criminelle? On rencontre alors Margot Verger, qui est donc l'une des patientes de Hannibal Lecter. Will, pour se défendre d'un tueur violent qui agit comme un animal féroce, va commettre un nouveau meurtre, mais cette fois-ci, plutôt que de se faire arrêter et interner certainement à jamais, il va vers Hannibal pour trouver de l'aide. Ce dernier va l'aider à mélanger le squelette du tueur avec celui d'un tigre à dents de sabre, accomplissant le dessein de ce tueur au travers de sa mort. Crawford se doute clairement de quelque chose, il est pas fou le bougre, juste complètement myope sur tout le reste, et son style, bouc, chapeau, trenchcoat, Jack, y a rien qui va mon chéri. Freddy écrit un article qui ship Hannibal et Will, ce qui fait douter Bloom sur la relation qu'ils entretiennent. Hannibal rencontre le frère de sa patiente, Mason Verger, qui visiblement est mon sosie non officiel, et je suis un peu vexée, pendant que cette dernière se rapproche de Will. Et on a droit à la scène de double cul hétéro le plus gay que j'ai jamais vu, genre les nanas sont littéralement effacé du cadre pour ne garder que Will et Hannibal. C'est de l'art. Oui, Will couche avec Margot Verger, qui veut juste tomber enceinte pour avoir un héritier Verger, autre que son frère, comme dans Hannibal, pas la série, le livre. Freddie Lounds est apparemment trouvée morte brûlée vive, Bloom, conspirationniste, est convaincu que Will est le meurtrier, je veux pas juger à la tronche des gens, mais meuf, regarde ton mec à un moment. Bedelia, qui tente désespérément de ne plus se lier aux affaires d'Hannibal, mais qui n'y parvient pas du tout, essaye de prévenir Will et Crawford que piéger Hannibal est extrêmement dangereux, notamment parce que Will et Hannibal sont amoureux. Tout le monde les ship, mais parce que oui, Bedelia l'a deviné depuis le début. En fait, tout ce que Will fait depuis sa sortie d'HP est une énorme manipulation pour faire croire à Hannibal qu'il l'aime aussi et qu'ils vont s'enfuir tous les deux vers le soleil couchant pour tuer des gens ensemble. Je déconne absolument pas, suivez-moi, la fin de cette saison est géniale. D'abord, Will dit à Hannibal de tuer Mason Verger qui va kidnapper les deux et menacer Hannibal d'une mort par cochon mangeur d'hommes pendant que Will regarde parce que tout le monde les ship. Bien sûr, Will sauve Hannibal, mais se fait bolos et il retrouve Mason en train de nourrir les chiens de Will avec son propre visage, puisque Hannibal lui a fait prendre un mélange pas foufou de drogue. Ensuite, le plan de Will et Crawford arrive à son terme, mais Will fait une grosse erreur. Il va voir Freddie Lounds qu'il n'a bien entendu pas tué avant d'aller voir Hannibal, qui a un odorat particulièrement développé et qui va sentir son odeur, donc deviner qu'elle n'est pas morte et que Will lui mentait depuis le début. C'est la bagarre entre Crawford et Hannibal, qui était dans l'intro in medias res au début de la saison. Bloom débarque chez Hannibal et trouve tout le capharnaüm, j'utilise pas assez souvent ce mot, et surtout tout ce sang. Elle est terrorisée par Hannibal et peut-être bien la réalisation que ses choix de mecs sont très douteux. Elle se réfugie dans la chambre juste pour se faire high kick par la fenêtre. Will arrive, la trouve sur le trottoir, rentre pour découvrir l'état de Jack et le plan d'évasion qu'Hannibal avait prévu pour Will lui-même et Abigail.
qui, il s'avère, n'était pas morte. C'était le plan d'Hannibal depuis le début. Il avait récupéré petit à petit assez de sang pour faire croire à la mort d'Abigail aux mains de Will, pour le laver, lui, de tout soupçon. Mais maintenant que Will lui a prouvé qu'il était capable de tuer et d'apprécier l'art de la mise en scène de meurtre comme lui l'affectionne tant, tout comme l'art culinaire que pratique Hannibal et que Will a goulûment accepté tout au long de cette saison, Hannibal veut s'enfuir loin des États-Unis avec Will et Abigail afin qu'ils vivent tous les trois heureux à tuer des gens et à les manger comme une merveilleuse famille unie. Will se lamente même que Hannibal ne soit pas juste parti. On peut voir ça comme « Enfuis-toi tant que tu le peux avant de te faire arrêter, pauvrement fou !» ou, je suis plus de cette école-là, comme Will qui aurait préféré que Hannibal se casse et laisse tout le monde tranquille, mais on verra les interprétations plus tard. En tout cas, côté Hannibal, le langage corporel est plutôt clair. On a une caresse tendre et amoureuse avant d'éventrer Will, car ce dernier l'a trahi alors qu'il avait enfin réussi à faire confiance à quelqu'un. Puisque son rêve de petite famille de cannibales est ruiné, Abigail ne le sert plus à rien, donc il la tue et Hannibal se barre à Paris, accompagné de Bedelia. Je vous jure que ça a du sens. C'est dur de résumer une série sans paraître complètement taré. En particulier cette série-là. Alors que je vous ai même pas décrit les meurtres hauts en couleur qui parsèment les saisons, hein. La saison 3 va mélanger en gros les scénarios de Hannibal, la série, Les Origines du Mal et Dragon Rouge. Restez concentrés, ça va aller, on arrive à la fin. Bedelia et Hannibal vivent maintenant à Florence. Bedelia a l'air totalement sur les nerfs pendant toute cette phase de vie commune avec Hannibal bien sûr, mais on apprend qu'elle aussi a tué un de ses patients il y a longtemps et qu'elle est loin d'être aussi stable qu'elle voudrait nous le faire croire. Elle refuse de manger la viande qu'Hannibal lui prépare, mais en même temps, Hannibal ne lui fait manger que des produits qui permettront de parfumer sa viande à elle. A priori, elle ne consomme pas leur relation, se rend à des endroits surveillés où elle a plus de chances d'être repérée, et tente même de s'enfuir au moment où elle parvient à s'éloigner d'Hannibal. Il manque de peau, il la prend la main dans le sac. Enfin, la main dans la valise. À Florence, on rencontre un jeune homme qui paraît apprécier le couple, mais pas à ce point-là, et qui est en réalité un ancien élève du professeur dont Hannibal a volé l'identité. Dommage pour lui. En parallèle de tout ça, on a droit au récit en noir et blanc de ce qu'Hannibal a fait subir au docteur Gideon dans ses derniers jours, à savoir lui faire manger son propre corps petit à petit, le tout préparé de plusieurs façons différentes. Ensuite, on retrouve notre petit Will Graham qui se retrouve dans la même situation que dans Dragon Rouge. Après le massacre d'Hannibal, il s'est réveillé à l'hôpital, découvrant que Freddy Lounds s'est introduit dans sa chambre pour le prendre en photo, et Abigail a survécu. Ils se rendent à Florence, puisque Will se doute qu'Hannibal est là, puisque c'est une ville dont il affectionne tellement l'art et l'histoire qu'il l'a utilisée dans son palais mental. Là-bas, il rencontre Rinaldo Pazzi, commendatore della questura de Florence, qui suspecte qu'Hannibal Lecter pourrait être Il Mostro, célèbre tueur en série local, et pas de suspense sur cette partie de l'histoire. Pazzi a une photo d'Hannibal, il le chasse dans des galeries souterraines parce que... c'est classe, et Hannibal semble presque vexé que Will le retrouve juste pour lui dire I forgive you. Et je comprenais pas trop pourquoi ça l'embêterait, jusqu'à ce que je vois, non, que je subisse la saison 2 de Good Omens. C'était plus tard, ça fait mal. On verra pourquoi plus tard, comme d'hab. Will part pour la Lituanie, au manoir Lecter, où il retrouve non pas Dame Murasaki, mais Shio. Vous vous rappelez, c'est la petite fille qui a accompagné Murasaki et qui finit par construire des scooters au Japon, dans le livre. Ici, elle garde cette ruine bec et ongles et fusil sniper, tout ça pour torturer à vie Grutas, qui est enfermé dans le donjon et qui se nourrit exclusivement des escargots qui traînent dans le coin. Et elle passe toute sa vie à faire ça, parce que c'est classe, je suppose. Pendant ce temps, Hannibal et Bedelia continuent leur vie tranquille de couple tranquille, alors que Jack Crawford arrive à Florence. Chio tue Grutas, Will et elle deviennent bros, et ils partent à la recherche d'Hannibal ensemble, là où Will l'avait déjà retrouvé, donc on a un gros épisode flashback pour voir l'état de chaque personnage avant Florence. Donc Chilton a survécu à sa balle dans le crâne, mais il est défiguré, avec un make-up vraiment grotesque dans le sens dégueulasse et bien fait. Mason Verger est devenu pote avec Alana Bloom, qui veut aussi arrêter Hannibal. Crawford a quitté le FBI pour s'occuper de sa femme mourante avant de se décider à poursuivre Hannibal à nouveau. Et on rencontre Cordell, qui ici est l'infirmier, cuisinier et confident de Mason Verger. On a alors droit à l'épisode Hannibal, le livre, où Pazzi accepte l'offre de Mason Verger pour attraper Hannibal vivant. Il veut lui tendre un piège, mais se fait tuer exactement comme son ancêtre, sauf qu'on y mélange Crawford, Will et Bedelia. Nouvelle bagarre Hannibal-Crawford,
Crawford, qui extériorise toute sa colère accumulée depuis la mort de sa femme puisqu'elle avait prévenu Hannibal en premier de sa maladie, et Hannibal se voit forcé de s'enfuir la queue entre les jambes. Bedelia parvient enfin à dire stop, elle se drogue et va clamer qu'elle est réellement Lydia Fell, la femme dont Hannibal lui avait fait porter l'identité à Florence. En faisant ça, elle veut pouvoir plaider soit la folie, soit le kidnapping et manipulation par dosage constant de drogue par Hannibal. Will et Crawford ne la croient absolument pas, mais elle maintient son acte. Will et Hannibal se retrouvent enfin dans un musée devant une grande jolie peinture avec une conversation très homo-érotique, tout ça. Shio trahit Will pour le donner en pâture à Hannibal, qui va aussi parvenir à choper Crawford. Hannibal va alors se préparer à préparer le cerveau de Will comme il préparait le cerveau de Crenler dans Hannibal, pas la série, le livre. Mais ils vont être interrompus par un inspecteur qui, comme Patsy, a accepté de livrer Hannibal vivant à Mason Verger. Ce dernier veut se faire des brochettes d'Hannibal pour se venger de ce qu'il lui a fait vivre, pendant que Margot, qui sort avec Bloom maintenant, cherche à se venger de Mason pour lui avoir fait retirer son utérus à son insu. Oui, je sais, cette saison est très dure à résumer, croyez-moi, je patauge. Crawford, sauvé in extremis à Florence par Shio, la laisse partir en échange. Will devrait être utilisé par Cordell pour reconstruire le visage de Mason. Hannibal propose à Margot et à Lana le même plan que dans le livre, récupérer une de ses mèches de cheveux pour pouvoir aller tuer Mason et placer la mèche sous ses ongles pour laver les femmes de tout soupçon, le tout contre la libération d'Hannibal, ce qu'elles font de bon cœur puisque Mason, en plus de toutes ses tares, ici, a décidé de récupérer le fœtus porté par Margot après qu'elle ait couché avec Will dans la saison 2 pour le faire grandir dans une truie, ce qui a causé sa mort, mais pas avant ses 8 mois. Je pète un plomb à résumer cette saison, je déconne pas du tout. Hannibal sauve Will, bien sûr, tue Cordell, fait porter son visage à Mason, qui ensuite se fait tuer à coups de murène pas contente après que Margot et Alana aient récupéré son sperme pour faire un nouvel héritier. Et on a fini pour les Verger, putain. Will se réveille chez lui avec Hannibal et Shio, qui va enfin pouvoir faire autre chose de sa vie que de s'occuper de lui. S'ensuit le dialogue de rupture le moins platonique imaginable pour une relation soi-disant pas de couple, et sur ça je n'exagère pas du tout, le texte est écrit comme Will qui rompt sa relation avec Hannibal. Il n'a pas l'appétit d'Hannibal, à comprendre qu'il ne voudra jamais ce que veut Hannibal. Meurtre, bonne bouffe, cul, il ne va plus jamais le chercher, il lâche l'affaire. Hannibal peut partir libre de chez Will, ce dernier ne veut pas savoir où il ira. C'est pourquoi Hannibal reste jusqu'à ce que Crawford arrive pour se livrer au FBI. Ainsi, Will saura toujours où il se trouve. Ce serait presque romantique sans les meurtres et le cannibalisme. La deuxième moitié de la saison est consacrée à Dragon Rouge, 3 ans après l'arrestation de Hannibal le cannibale. On retrouve Dolorhide et toute l'histoire qui l'entoure, Will vit avec Molly et son fils, Jack est à nouveau au FBI, Chilton et Alana s'occupent de Hannibal, on est reparti sur le statu quo du livre. Dolorhide rencontre Reba pendant que Will retrouve Hannibal. Ici, les conversations qu'ils ont sont bien plus longues et profondes que celles des Will et Hannibal du livre, vu le passé des 2 saisons et demie qu'ils partagent dans la série. Mais sur l'affaire Dolorhide, on ne sort pas trop des clous. Par contre, les personnages autour de Will et Hannibal, encore une fois, les ships à mort. En tête de liste, on a Alana, Freddy et Bedelia qui disent très clairement à Will qu'ils sont amoureux, mais aussi que c'est la relation la plus toxique imaginable. Bien sûr. Hannibal parvient à contacter Dolorhide par téléphone cette fois-ci et lui suggère, plutôt que de s'en prendre à Reba, de viser la famille de Will. Contrairement au livre et au film, où cette attaque n'est qu'un red herring, c'est-à-dire que Dolorhide ne se rend pas chez Will à ce moment de l'histoire, ici, il attaque bel et bien Molly et son fils, ce qui va la pousser à ne plus fréquenter Will. Pas du tout parce qu'il fallait virer la relation hétéro de Will avant la fin, voyons. Ceci étant dit, la fin. Les 2 derniers épisodes commencent déjà par Will qui nous rappelle qu'on regarde une romance méga supra malsaine. Freddy, Crawford et Will ont le même plan que dans le livre, à savoir énerver le dragon pour qu'il attaque Will, mais cette fois-ci en utilisant Chilton comme petit chien de Will, ce qui a exactement les conséquences que vous vous imaginez. Ici, c'est Chilton qui est kidnappé par Dolorhide pour être torturé puis brûlé vif. Dommage que les créateurs de la série aient déjà utilisé cette mort pour le personnage de Freddy dans la saison 2, c'est une sacrée coïncidence quand même, hein. Chilton survit, mais à quel prix? Dolorhide kidnappe Reba, il ne met pas le feu à sa maison mais fait croire à son suicide de la même manière que dans le livre. On a encore une petite rupture Will-Hannibal, mais Dolorhide, bien vivant, attaque Will et exige de rencontrer Hannibal pour de vrai, ce que Will veut bien arranger, ne serait-ce que pour avoir une chance d'attirer le dragon et de le tuer une bonne fois pour toutes. Tout le monde trouve ça
con, mais c'est bel et bien ce qu'il va faire. Will organise le transport de Hannibal, il fallait bien qu'il porte son fameux masque à un moment donné. Doloride les intercepte, causant la mort d'autres flics. Hannibal emmène Will là où il est convaincu que le dragon les cherchera, une magnifique villa en bord de falaise, ce qui en sus est l'endroit parfait pour une petite soirée romantique. Complètement ruiné par une bataille finale sanglante. Doloride tire sur Hannibal, plante un couteau dans la joue de Will, ça se poignarde dans tous les sens. Hannibal est pas content qu'on touche à son chéri. Doloride, en plus d'enfin prendre la forme métaphorique bien sûr, du dragon, est exceptionnellement fort et nos deux protagonistes galèrent bien à en venir à bout ensemble. C'est une activité de couple, aucun des deux ne porte le dernier coup fatidique, les deux tuent en même temps, c'est ce dont rêvait Hannibal et de temps en temps Will depuis le début. Mais arrivés au bout, les deux sont visiblement mal en point, blessés certainement fatalement. Même si dans cette série ça veut pas dire grand chose puisque les personnages résistent absolument tout. Will voit enfin la beauté de la vision de perfection qu'avait Hannibal. Hannibal prend le temps d'apprécier ce moment de pure liberté aux côtés de Will avant que ce dernier ne l'emmène avec lui dans une chute mortelle du haut de la falaise. Puis après le générique, Bedelia se retrouve seule devant une table merveilleusement dressée avec comme pièce maîtresse sa propre jambe servie en étuve. Hannibal, la série, en termes d'adaptation, fait un choix qui est plutôt rare finalement dans le monde du passage du format littéraire au format audiovisuel. La série est ce que j'appellerais une adaptation libre. Je n'ai aucune idée si ce terme existe déjà pour désigner autre chose, m'en voulez pas. Mais en gros, la série ne se force pas à suivre les intrigues mises en place dans les livres à la lettre, mais va en reprendre les grandes lignes, les personnages, les meurtres en tout genre, et ne s'obligera pas à suivre chaque détail et va même se permettre de changer les conclusions de toutes ces histoires. Il n'y en a pas une seule qui finit comme dans les livres. Ce qui, quand on parle de ces livres, me va très bien. Dragon Rouge est placé à la fin du récit plutôt qu'au début. Alan Bloom et Freddie Lounds sont passés au féminin dans une histoire qui était un sacré boys club, il y en avait besoin. Chilton se prend la torture destinée à Freddie Lounds dans le livre puisque son personnage est bien plus présent et important que le personnage de Freddie. Il est égocentrique, veut constamment vendre des livres et être en première de couverture et s'est occupé de Will et Hannibal en thérapie plusieurs fois. Donc le choix d'en faire la cible du dragon est dans la série assez logique. Il représente bien ce que le personnage de Freddie représentait dans le livre, tout en étant plus attachant puisqu'on le suit se faire bolos depuis 3 saisons. Molly disparaît de l'histoire dès que Doloride l'attaque, cette fois-ci au milieu de la narration et pas à la fin, et bien sûr, vous venez de le voir, à la fin de cette histoire, c'est la grosse bagarre entre le dragon en face de Will et Hannibal ensemble jusqu'à la mort. C'est une conclusion dont on va reparler une fois qu'on parlera des personnages, puisque vous le comprendrez vite, même si la saison 3 est assez chaotique dans son rythme, dû principalement au fait que les créateurs de la série pensaient avoir plus de temps pour raconter leur histoire, mais la série s'est arrêtée au bout de seulement 3 saisons, donc il a fallu rusher la fin, et c'est même pas la partie sur Dragon Rouge qui semble très rapide, juste la fin des Vergères que je ne porte pas particulièrement dans mon cœur dans le livre non plus. J'ai comme la sensation qu'on a voulu se débarrasser vite de Mason pour pouvoir passer au dragon, et finalement ça crée une césure dans la saison 3 qui pourrait presque être vue comme 2 petites saisons bien séparées, autant par le traitement des personnages que par une ellipse dans le récit. Mais la conclusion du Dragon Rouge dans la série donc me plaît énormément et il va falloir continuer à m'écouter un moment avant de comprendre pourquoi. Le Silence des Agneaux, comme vous l'aurez remarqué, n'a pas été adapté dans cette série. Pas de James Gumb et de Buffalo Bill, ni de Clarisse, ce que je trouve logique. La comparaison avec le Hannibal de Hopkins était déjà faite constamment pendant la diffusion de la série. Recréer Clarisse n'aurait apporté que plus de comparaisons avec le meilleur film de la franchise qui, j'adore Hannibal, mais le Silence des Agneaux gagne haut la main dans cette comparaison. Du coup, puisque la série a une volonté très claire dès le départ de vouloir se détacher du reste de ce qui avait été fait sur Hannibal Lecter jusque-là, le choix de ne pas adapter le Silence des Agneaux est particulièrement intelligent. En plus de ces questions de comparaison et de séparation, réadapter Buffalo Bill aujourd'hui, quand on a des créateurs qui ont conscience de l'effet de boogeyman transgenre dont je parlais plus tôt, devient extrêmement compliqué, puisque si t'enlèves l'étiquette de faux trans que se coltine James Gumb, et qui n'est absolument plus adapté au suivi des personnes trans aujourd'hui, si tu l'enlèves, donc tu vas finalement en faire juste une personne trans ignorée par le système de santé actuel, ce qui n'est pas tiré par les cheveux, du tout, et en ferait à nouveau une représentation d'agresseurs hommes qui se voient femmes et qui torturent et tuent des femmes. On n'a pas besoin de plus de représentation foireuse des femmes trans. Comme le dit très bien le docteur dans Le Silence des Agneaux, rajouter une mauvaise image à cette communauté déjà en mal-être ne ferait qu'augmenter les agressions physiques, mentales et systémiques à leur encontre. Ici, dans la vraie vie. Donc, encore une fois, le choix de ne pas refaire Le Silence des Agneaux, si on prend en compte l'évolution de notre société en ce qui concerne les trans, je valide. Et j'apprécie beaucoup de pouvoir observer une adaptation à quasiment 30 ans d'écart avec la sortie du livre original et pouvoir voir directement l'impact d'avancements sociaux sur les choix d'adaptation qu'on peut faire. Parce que l'adaptation d'une œuvre vieille ne devrait jamais être une excuse pour une représentation ou un traitement archaïque d'un sujet. Bim!
Hannibal, le livre, est adapté très librement ici. Moins littéralement que Dragon Rouge, moins bizarrement que Les Origines du Mal, on est sur une intrigue globale qui ressemble pas mal au livre, sauf en ce qui concerne la genèse de Mason et Margot Verger, qui ici ont été placés dans l'histoire comme patients d'Hannibal avant même que les soucis ne commencent. Mason est toujours une raclure, plus personnelle cette fois-ci, il est particulièrement horrible avec Margot, je vais pas vous refaire le dessin de ce qu'il a fait à son fœtus, mais c'est tard, religieuse, capitaliste, pédophile, raciste et tout le pataquès, que vous connaissez déjà, tout ça n'est plus vraiment là. Par contre, on a gardé le coup de récupérer les larmes d'orphelin pour s'en faire des martinis. Ce qui, ici, n'a plus vraiment de sens puisqu'il le fait alors qu'il est encore en pleine forme. Pour moi, dans le livre, il faisait ça parce qu'il s'emmerdait ferme dans son poumon artificiel et que ça lui permettait de ressentir un petit shoot d'adrénaline. Bref, si ce n'est le prémisse, ce qui change énormément, c'est la conclusion de cette histoire. Et encore heureux. Imagine si la saison 3, ça avait été juste Hannibal et Will kidnappés par Mason et puis ils s'en sortent et partent dans une villa pour qu'Hannibal drogue Will à répétition pour lui laver le cerveau et le courtiser au-dessus d'un cerveau servi tout frais sorti du crâne d'un autre perso, et que ça fonctionne et c'est ainsi que Will et Hannibal s'enfuient main dans la main pour tuer et manger des gens pour le restant de leur jour. Ce serait nul, hein? Vraiment nul. Bref, ici Mason a pour plan machiavélique de manger Hannibal le cannibale, ce qui est objectivement un plan plus satisfaisant que simplement le donner à manger au cochon comme dans le livre. Et sinon, Margot tue Mason comme dans le livre, mais cette fois-ci avec l'aide de sa meuf. Je vais pas faire ça trop précisément, mais il y a quelques détails de l'histoire qui sont placés dans le désordre pour que ça colle mieux au lore de la série. Typiquement, le coup du découpage de cerveau se passe à Florence et non pas après la mort de Mason. Mais quelqu'un qui n'aura pas vu ou lu Hannibal ne remarquera pas trop ces modifications, je pense. Faut juste accepter la folie des récits de Harris inévitable à certains moments. Vu les scènes de crime qu'on se tape depuis la saison 1, normalement le spectateur assidu sera déjà habitué aux scènes grotesques à la limite de l'absurde. C'est aussi ça que j'aime dans l'ordre qu'ont choisi les showrunners pour ce nouveau récit. On commence par une série policière particulièrement dark avec ce tueur qui tourne autour du FBI sans se faire repérer, puis on passe sur un début de fil rouge avec les Verger pour terminer par deux gros arcs tirés des livres qui, comme vous le savez maintenant, ont tendance à nous demander beaucoup de suspension d'incrédulité. La série nous fait rentrer dans le bain petit à petit, allant du plus vraisemblable, un tueur en série tué par un agent, pour aller de plus en plus loin, d'abord dans les crimes des autres, puis ceux d'Hannibal, puis ceux de Verger et enfin du dragon. On a un crescendo qu'on ne ressent pas dans les livres. Celui des livres ressemble de plus en plus à une absurdité de plus en plus accrue chez les protagonistes qui ne se fait pas vraiment subtilement mais plutôt par énorme tatane dans ta gueule. À cette histoire de Hannibal, le livre, on mélange celle des Origines du Mal, assez maladroitement puisqu'on a vraiment l'impression que Will a juste débloqué un nouveau marqueur de quête secondaire sur sa carte, il est à Florence, il sait qu'Hannibal y est aussi, mais juste pour le fun, il veut aller voir où il a grandi avant de retourner à Florence pour le chasser. Tiens, en plus il se tire une balle dans le pied puisqu'il ramène Shio qui va le trahir et causer toute cette débâcle de cerveau à manger et de kidnapping chez Verger. On a toujours l'idée que Grutas a mangé Misha et en a donné un peu à Hannibal, mais Shio nous dit tout ça dans des conversations très longue et avec une mise en scène pas vraiment passionnante. L'explication de pourquoi Shio a dédié sa vie à Hannibal est plus que branlante, et la punition de Grutas qui doit se nourrir à vie d'escargot est grotesque, mais là pour moi ça l'est juste un tout petit peu trop. Je sais pas si c'est une expérience commune à tous les spectateurs ou si c'est que moi. Et puisqu'on n'a pas tous les flashbacks de l'enfance de Hannibal et Misha, la haine qu'on pourrait ressentir pour lui est bien amoindrie, et rend cette punition d'autant plus bizarre. On rajoute le fait que Shio a dédié son existence à Hannibal juste pour que Will débarque et la sauve de son sort, ce qui fait que Shio est le personnage le moins maître de ses actions que j'ai jamais vu dans une fiction. Et on obtient un épisode qui donne l'impression de sortir de nulle part et de n'avoir aucun sens. Là pour le coup, les spectateurs qui n'ont pas vu ou lu Les Origines du Mal voient l'incrustation de l'histoire arriver avec des gros sabots, et je me demande même si, sans connaître l'histoire de base, toute cette aparté Shio a du sens. J'en suis pas convaincue. D'autant plus qu'on avait eu des pistes sur le passé d'Hannibal qui portaient uniquement sur Misha, mais toute cette aparté en Lituanie avec Shio est contenue en un seul épisode, ce qui ne fait que souligner l'impression de parenthèse sortie de nulle part pour les spectateurs. Je me souviens quand je regardais la série à sa sortie, j'avais vu Le Silence des Agneaux, mais aucun autre film Hannibal Lecter, et j'avais encore moins lu les livres. Et cet épisode m'avait complètement fait sortir de l'histoire, au point où une fois l'arc des Verger terminé, j'avais lâché la série. Et oui, j'ai découvert la fin pour cette vidéo. Et le reste de la série, donc la saison 1 et la moitié de la saison 2, c'est basé sur quelques indices légers de la carrière de Will qu'on avait eu dans Dragon Rouge et l'imagination folle des créateurs. On sait dans le livre que Hannibal avait tué un violoncelliste du Philharmonique de Philadelphie qu'il trouvait mauvais. Dans le film Dragon Rouge, on nous rajoute qu'il l'a donné à manger au reste des musiciens. Et là, dans la série, on part sur un prof de violoncelle et luthier qui essaye de créer des violoncelles
violoncelle avec pour caisse de résonance des corps humains et pour cordes à frotter des cordes vocales pour créer des sons jamais entendus. Ce que j'essaye de dire, c'est que la majorité des crimes que vous allez voir dans cette série, en particulier dans sa première moitié, sont plus ou moins inspirés de vagues trucs dits dans les livres qui sont étirés et extrapolés au maximum. Et c'est pareil pour les crimes de Hannibal lui-même. Dans les livres, il ne fait que tuer ses victimes et récupérer leurs organes. Finalement, on n'a jamais trop de description des scènes de crime qu'il crée, alors que la série va récupérer les victimes dont on a entendu parler dans les livres, puis va aller piocher dans les mises en scène grotesques qui viennent des films. Ici, par exemple, les ailes d'ange qui viennent du Silence des Agneaux. Et on vient rajouter encore par-dessus l'image de l'homme blessé, qui est récurrente tout au long de la série, et qui est unique à la série pour le coup. C'est le modus operandi de Hannibal, qui va d'ailleurs se faire choper à cause d'un croquis du même homme blessé qu'il laisse traîner dans son bureau. On va aussi avoir pas mal de dialogues qui sont tirés directement des livres. Le début de Dragon Rouge avec Molly, Crawford et Will est copié-collé. Celui qui m'a fait tiquer, c'est quand Hannibal dit à Shio Between Ryan and Selma. ce qui est une phrase qu'il avait dite à Clarisse pendant le Silence des Agneaux. Ça fait un clin d'œil sympa pour ceux qui le remarqueront. Et ça, il y en a partout. J'ai rarement vu une adaptation qui est à la fois tant éloignée de l'œuvre originale et qui fait aussi un hommage si poussé. Chaque épisode est un nid à référence aux livres et aux films, surtout au Silence des Agneaux pour le coup, sans pour autant être trop évidente au point de ne pas faire sens dans le nouveau récit que crée la série. Tout ça mélangé arrive à créer une série qui fonctionne très bien au format épisodique sur sa première moitié, même si à force la quantité de serial killers aux tendances artistiques au mètre carré devient presque ridicule, mais juste au moment où on commence à se dire ça, on débute l'arc des Vergers, puis l'arc du Dragon Rouge qui nous sortent du format serial, série et tueur. Donc finalement, la série n'a pas réellement le temps d'essouffler son concept, pas trop en tout cas. Bien sûr, la saison 3 est bizarrement mise en place et j'aurais préféré que les scénaristes aient le temps de faire ce qu'ils voulaient. Et il y a quelques maladresses qui semblent ne pas avoir été prévues, typiquement la mort d'Ophélie Lounds brûlée vive sur un fauteuil roulant qui se répète de la saison 2 à la saison 3, mais on a assez d'ajouts intéressants pour pallier à ce genre de couac, notamment dans les personnages avec Gideon et Bedelia. Bien sûr, le scénar est cool, on a compris, mais de ce que je me rappelle du paysage des séries télé des années 2010, Hannibal était aussi une des premières séries à assumer une qualité de production et un casting plus proche du long métrage que de la série. Aujourd'hui, c'est monnaie courante, mais entre Sherlock et Hannibal, on a eu un début de production bien plus qualitatif que ce à quoi on avait été habitué dans les séries policières des années 2000. Le tout avec des narrations bien plus denses et avec fil rouge à foison. Ça a quand même été le pivot vers les séries qu'on ne pouvait plus regarder dans le désordre, alors que la diffusion à la télé continuait à être aléatoire. Généralement, on avait un nouvel épisode suivi de plusieurs vieux épisodes dans la soirée à cette époque, et on voit les restants de ce format de diffusion dans Hannibal grâce au merveilleux résumé assez long et compliqué au début d'épisode, histoire d'être sûr que le spectateur s'y retrouve. La musique dans Hannibal joue un rôle très important, en particulier la musique classique utilisée pour les œuvres d'art d'Hannibal et d'autres tueurs en série, mais pas pour les meurtres en eux-mêmes. Ces meurtres sont violents, certes, mais surtout maladroits. Les chorégraphies sont géniales, ne vous méprenez pas, mais dans ces chorégraphies, la maladresse, l'adaptation rapide, l'impulsion est parfaitement intégrée. J'adore quand les combats utilisent les décors dans lesquels ils sont placés, quand c'est pas juste une chorégraphie qui pourrait être utilisée n'importe où, genre le combat Crawford contre Hannibal, qui est le meilleur de la série, soyons honnêtes, et quand c'est sorti, je me rappelle que tout le monde bavait dessus avec raison. Ce combat doit être dans une cuisine. Il doit même être obligatoirement dans la cuisine d'Hannibal. Le décor est utilisé tout du long. C'est l'adaptation des personnages à ce qui les entoure qui va creuser une victoire ou une défaite. Bon, en plus de ça, mettre un gars qui est en forme et tue régulièrement mais qui n'a pas reçu d'entraînement particulier en face d'un flic qui a eu cet entraînement mais qui n'est plus au pic de sa forme, c'est nous forcer à accepter que ni l'un ni l'autre n'est plus apte à gagner ce combat. Le résultat n'est pas certain. Alors que la série a très bien mis en place jusqu'à présent que Hannibal serait extrêmement dur à battre. Pas impossible, mais son intelligence sera dure à dépasser. Ce qui est d'autant plus drôle que la fin se décide à un combat à main nue. Genre la série nous a vendu l'intellect, l'ingéniosité, la préparation avant tout. C'est ce qui fait qu'Hannibal est aussi dangereux, et c'est une grosse baston qui va mettre fin à ses pérégrinations de cannibale. Bref, ce combat est très bien pensé, et ça aurait été si facile de mettre une musique classique un peu badass par-dessus pour rythmer le tout, mais non, pas de musique, du tout. Juste deux messieurs qui se tapent. La musique classique n'est réservée qu'à l'art, avec un grand A.
Quand Hannibal prépare sa viande, quand il cuisine, quand il met en scène ses corps, quand il admire un opéra, quand il admire l'œuvre d'un autre tueur en série, quand il admire son œuvre. Ça, c'est surtout pour les 2 premières saisons qui respectent à fond ce choix de réalisation. Petit à petit, on le perd et dans la saison 3, on en arrive à oublier complètement cette règle pour mettre de la musique classique sur les meurtres de Hannibal à Florence. Mais bon, la saison 3 est tellement différente du reste que ce détail-là paraît anodin. Mais moi, ça me titille quand même. C'est un changement profond d'intention de représentation de notre antagoniste chouchou. Ça rend la totalité de la série un tantinet incohérente et c'est dommage. Par la musique, on retrouve la superposition de l'amour de l'art, même si cet art inclut des crimes inhumains, et l'appréciation des choses charnelles, ici des corps découpés, mis en scène, de la haute cuisine, le tout filmé de manière à rappeler la sensualité du toucher et du goût. Maintenant, on pourrait appeler la façon de filmer Hannibal qui cuisine du food porn, et même si l'appellation fait glousser, elle est tout à fait justifiée. Sans montrer de cul, on le suggère par l'un des péchés les plus charnels sans l'être, celui qui, avec la luxure, réunit l'utilisation de tous nos sens, la gourmandise. Le concept de food porn remonte à bien plus loin que l'origine du terme pour le coup. C'est l'idée que montrer de la bonne bouffe déclenche quelque chose de très ancien dans notre cerveau, un mélange de nos capacités de chasseur-cueilleur à chercher activement la nourriture qui a l'air la plus nourrissante et surtout la moins moisie, tournée, empoisonnée, tout ça. Donc, la plus jolie, la plus appétissante. Ce qui, dans un monde où on n'a plus du tout besoin de chasser ou de cueillir, se traduit par ces jolis neurones qui s'illuminent quand ils voient du gras et du sucre. Je simplifie beaucoup, il y a pas mal de contenus sympas qui essayent de décortiquer pourquoi le food porn fonctionne, mais l'essentiel pour nous, c'est qu'il fonctionne du feu de Dieu. C'est pour ça que le budget communication des chaînes de restaurants met autant de thunes dans leurs pubs, juste pour filmer leurs ingrédients, pour les rendre les plus attractifs possibles. Si le porn fait vendre, le food porn, c'est pareil. Tout ça pour dire qu'ici, on voit de la jolie nourriture. Peut-être pas du gras et du sucre, mais des plats raffinés, précis, et qui, même s'il n'y a pas du fromage jaune fluo qui coule de tous les côtés, a l'air particulièrement bonne. À ça, on rajoute le personnage d'Hannibal, qui est montré comme étant dans son élément, à se perdre dans son art, qu'il cuisine de la viande humaine ou pas d'ailleurs. Et le lien direct créé par la réalisation entre donc la cuisine et le cul, mais aussi la cuisine et l'art, puisque les deux sont montrés sur cette même musique classique, et on obtient des séquences de cuisine qui donnent énormément envie pour toutes ces raisons, et qu'une partie de notre esprit sait être répugnante. Vous vous rappelez, cannibalisme, faut pas tuer et manger des gens, tout ça. Et on le verra, mais l'acte même de tuer sera montré dans le dernier acte de la série comme une espèce de communion pas tout à fait platonique entre nos deux protagonistes. La maladresse des combats d'Hannibal pendant les 2 premières saisons sera remplacée par une danse jusqu'à la mort sur de la musique quand, enfin, les deux trouvent leur partenaire de crime et autres idéal. D'autant plus que cette appréciation artistique profonde pour des actes que la majorité, enfin j'espère la totalité d'entre nous condamne, rajoute un aspect malsain à cette sensualité. Elle est sale. Je sais, c'est le but, tout le monde peut le voir, mais c'est mon taf de vous dire des trucs. La juxtaposition d'imagerie sensuelle sur des actes immoraux nous font douter de ce que l'on voit. On penchera toujours vers le fait que ce que l'on voit est mal, mais l'idée du beau a été plantée malgré tout. Pendant 39 épisodes, on nous a fait comprendre que cette façon de filmer est réservée à l'art selon Hannibal. Et la série floute encore plus notre morale, puisque finalement, souvent, Hannibal cuisine des ingrédients tout à fait normaux. Donc le moment où il nous fait son cochon blanc, on revient d'autant plus fort à la réalité. Plus ça va, plus on va vers le malsain sur cette cuisine. On commence par des recettes et des viandes qui peuvent être normales, en passant par le banquet qu'on sait être cannibale de notre côté, jusqu'à la mort de Gideon qui dévore sa propre chair, puis, en coup final, Bedelia qui est nourrie spécifiquement pour parfumer sa viande et qui finit par se la faire elle-même. Donc voilà, en résumé, Q égale art, égale beau, égale cuisine, égale cannibalisme par l'image, la musique, l'escalation très graduelle du malsain pour tester nos limites, et celle des personnages. Tout ça pour arriver sur une séquence finale qui nous mélange tout. La seule grosse critique que je puisse faire à cette série, qui ne dépende pas autant de vos goûts personnels ou d'une direction artistique, cinématographique ou d'acteur, c'est l'écriture des dialogues. Écoutez, j'aime cette série de tout mon petit cœur, mais chaque putain de personnage parle comme un prof de philo, socio et psycho réunis en un seul paquet instable. Pour les personnages qui sont spécifiquement des psychiatres de renommée mondiale, ok, mais j'ai rien contre toi, Crawford. Mais Crawford, il a besoin de parler comme ça, lui? C'est un flic en un peu plus compliqué. Freddy, la journaliste, la fratrie de tarés, là, la nana qui a vécu toute sa vie seule au milieu de la forêt dans un château en ruine, elle, y avait besoin que je prenne un dico pour la comprendre? La seule qui ne répond pas à cette écriture, puisque la plupart de ses dialogues sont
sont directement tirés de Dragon Rouge, le livre, c'est la femme de Will, Molly. Et le résultat, c'est que c'est à la fois le personnage avec le plus de personnalité en très peu de temps dans toute la série, mais aussi le personnage qui fait tâche au milieu de toutes ces satanées encyclopédies sur sabot là. Et je pense que les showrunners et les scénaristes s'en sont rendus compte puisque ces scènes sont très rares, ces dialogues encore plus, et elles disparaissent en plus un mot avant le climax final puisque c'est... C'est le climax violent et intime de nos deux protagonistes, donc il fallait surtout pas de femmes dans l'histoire pour parasiter tout ça. J'ai menti, j'ai beaucoup d'autres critiques que les dialogues. Les personnages féminins. Les personnages féminins dans cette série me laissent un peu bof. On sent un énorme effort pour rajouter des femmes dans cette histoire qui à la base est extrêmement masculine. D'ailleurs, toutes les histoires d'Hannibal sont masculines, et oui, même celles où on a une protagoniste, puisqu'à part Clarisse... Mais bon, ça j'en ai déjà parlé. Ici, les personnages de Dragon Rouge sont notamment gender swapped, pour les boiteux de l'anglais, changement de sexe. Le docteur Alan Bloom, fameux psychiatre, devient le docteur Alana Bloom, fameuse psychiatre. Freddie Lounds, journaliste véreux sans scrupules, devient Freddie Lounds, journaliste véreuse sans scrupules. D'autres sont rajoutés à l'histoire, comme Abigail et Bedelia, l'une que je ne peux pas piffer, et l'autre à qui je donnerai mon foie avec quelques fèves et un bon Chianti sans aucune hésitation. Je parlerai plus précisément de Bedelia, qui est le seul ajout 100% original à la série, puisque Abigail est vaguement suggérée dans Dragon Rouge, le livre, puisque son père est tué et laisse une famille derrière lui. Donc elle peut être dans le canon des livres. Pour les autres, ça fonctionne pas de ouf, hein. Bloom est présentée dans le texte comme ayant un sens de la réflexion qui rivalise avec celui de Will et Hannibal. Et pourtant, elle est séduite par les deux gars les plus instables de l'univers. Alors oui, ils sont sexy tous les deux, beaucoup auraient ignoré les champs en fleurs de red flag qui les entourent, mais c'est une psy de renommée mondiale, elle aussi. Et d'ailleurs, pourquoi il y a 3 bêtes de la psychiatrie qui sont à Baltimore? Mais quand même, elle était censée voir tout ce qui allait pas. C'est pas comme si Will cachait ses problèmes, et même Hannibal, il passe toute la première saison à faire des blagounettes sur le cannibalisme. La moitié de la saison 2 est passée à regarder Bloom ignorer tout ce que tout le monde autour d'elle lui dit sur Hannibal Lecter. Je dis pas qu'elle pouvait pas douter, mais les dialogues sont tellement intellectualisés que le développement de la relation amoureuse entre elle et Hannibal n'est absolument pas naturel et paraît rassis. On peut pas comprendre, nous pauvres mortels sans un doctorat en psycho, que Bloom puisse être amoureuse au point d'ignorer tout ce qui se passe autour d'elle. Alors oui, on va me dire que la relation Hannibal-Will est basée sur le même style d'écriture, et pourtant on y croit, mais cette relation-là est au premier plan des 3 saisons entière et est basée sur une envie profonde de violence que notre héros doit combattre jusqu'au bout. Ce qui passe par des situations, pas forcément des dialogues, qui sont particulièrement intimes pour ces deux-là. Donc oui, on y croit plus. Patientez, bien sûr que j'ai écrit tout un texte beaucoup trop long pour parler de tout ce pataquès là. Bon, le personnage de Bloom est rattrapé in extremis par sa participation au massacre de la fin de la saison 2, où elle se rend enfin compte que Hannibal... pas foufou. Enfin si, foufou, mais du coup pas fou. Puis elle nous offre une des rares relations lesbiennes assumées à l'écran dans une des séries aussi majeures de cette période-là. Pas de pincettes, pas de hors-champ sous-entendu ou même kill your gays. Allez vous faire foutre, Supernatural. Elles sont le couple le plus sain et le plus puissant de cette série, et ça c'est assez cool à voir. Mais pas parfait. Puisque si on réfléchit 2 secondes, sa relation avec Will se finit sur lui qui part en prison, sa relation avec Hannibal se finit par un littéral massacre, du coup elle devient, avec des énormes guillemets, lesbienne. Enfin, on sait jamais trop si elle est bi ou si elle a lâché complètement les mecs, mais le fait est que, comme dans la narration on ne passe pas tant de temps que ça avec elle et Margot, on a cette impression étrange qu'Alana devient lesbienne à cause des hommes, et non pas parce qu'elle aime les femmes. Ce qui est un tantinet maladroit, voire carrément insultant, hein. Ça diminue la volonté d'un personnage féminin pour la justifier par les personnages masculins, ce qui finalement donne cette impression que même quand ce qu'on voit à l'écran ce sont bel et bien des femmes, l'important ce sont les hommes. Que je sois clair, ce que je dis n'est pas dans le texte, c'est l'impression que donne le scénario et le montage qui va avec. Merde quand même, quand Alana se tape Hannibal et Margot Will, le montage vire les femmes de l'écran pour superposer les 2 gars ensemble. Alors certes, ça nous fait clairement comprendre la relation naissante entre ces deux-là, mais le fait est que pour ça, les femmes sont très littéralement virées de l'écran. Freddy n'est pas autant une connasse que son homologue masculin, par le simple fait que ce même homologue n'a comme seul rôle dans Dragon Rouge que d'être la pire des raclures. Lui n'a pas de personnalité, pas d'importance dans le scénario si ce n'est antagoniser Will et Crawford et foutre la merde dans l'enquête. C'est juste une vague forme dans le fond qui fait des trucs illégaux sans souci moral et qui sert de punching ball gratos au scénario pour que Dolorine nous paraisse bien menaçant et violent. Freddy, ça va être chaud de faire la différence. Elle écrit aussi des articles très limites.
hors champ. On nous dit qu'elle a fait ça, on nous dit qu'elle a écrit un article très dérangeant sur Hannibal et Will, mais on ne le voit pas, et en plus, c'est après 2 saisons à la voir faire des trucs bof, mais aussi à aider l'équipe à choper Hannibal, donc elle a plus de nuances. De gris foncé, mais de gris quand même. Mais encore une fois, c'est plus parce qu'elle a la possibilité d'être un personnage présent plutôt qu'une silhouette. Et comme personnage insupportable et moralement pété, eh ben on a Chilton qui fait bien mieux le taf à côté, donc souvent je la trouve posée là sans réel besoin que ce soit son personnage qui fasse telle ou telle action. Et ça c'est d'autant plus visible au moment où Doloride devrait kidnapper Freddy et la torturer puis la tuer, mais c'est Chilton qui subit ça à sa place. Alors comme pour Bloom, je vois parfaitement que dans cette série, c'est logique de foutre Chilton sous la torture de Doloride, il est beaucoup plus présent depuis le début de l'histoire, c'est le salaud pas tout à fait méchant, il a bossé avec Will et avec Hannibal sur leur traitement de psy, donc ok, logique. Mais le fait est que vous avez créé un personnage féminin simplement pour la virer de l'écran, pour la remplacer par un mec au moment le plus important de l'arc de ce personnage. Même si c'est pour servir l'arc d'un autre personnage, je ne peux pas m'empêcher de voir un schéma qui se répète. D'autant plus que si tu vires Freddy, ça change pas grand chose à l'histoire, seulement quelques détails qui pourraient être modifiés pour que ça passe. Elle est pas du tout nécessaire. Ensuite, Abigail, je déteste Abigail. Bordel. Vous connaissez sûrement le terme Marissou, parce que vous êtes super, je vous aime, mais je ne résiste pas à l'envie de vous parler de Star Trek. Haha, je vous ai fait ricaner par ma vulgarité, et puis vous ai complimenté en vous offrant l'affection dont vous avez tant besoin, seulement pour vous parler de l'hyperfixation de ma vie, et vous ne pouvez rien faire. Oui, non, mais vous pouvez stopper la vidéo, mais vous savez pas faire ça quand même, hein. La Marissou décrit un personnage souvent très jeune, souvent self-insert, donc insertion de soi-même dans une histoire préexistante, qui détient des pouvoirs incommensurables, généralement encore plus puissantes que ceux du héros de l'histoire, et qui est aussi généralement super jolie, mais sans le savoir, parce qu'il faut pas qu'elle se la pète, tu vois, quand même, et du coup, tous les personnages sont secrètement amoureux d'elle. Ça peut être sous forme de fanfiction, fanart, fancomics, fanméfesses, et c'est très très mauvais. Une Marissou, ça n'est pas une bonne chose, c'est une horrible insulte pour décrire un personnage. Et ça vient du fandom de Star Trek. Pour ceux qui ne le savent pas, Star Trek ça date de 1963, et même si au moment de la diffusion de la série originale, elle n'a pas eu un énorme succès, en grande partie à cause de son horaire de diffusion, petit à petit, elle a gagné un très grand public au fil des rediffusions aux États-Unis et à l'international. Star Trek ça a été les premières conventions de fans, les premiers fanzines qui contenaient parmi les premiers fanarts et fanfictions. Soyons honnêtes, je suis sûr qu'il y avait des fanfics et des fanarts de l'Odyssée ou de la Bible à leur sortie, donc je peux pas dire que c'est Star Trek qui l'a fait, mais c'est les premiers à les appeler comme ça et à avoir essayé de les auto-publier. Et au milieu de tous ces premiers trucs se trouvait une BD. Une BD qui était centrée sur le personnage du lieutenant Marissou, la plus jeune lieutenant de Starfleet, seulement 15 ans, et demi, en partie vulcaine, Kirk est follement amoureux d'elle, Spock la trouve super intelligente, elle sauve tout le monde tellement bien qu'elle reçoit le prix Nobel de la paix, la médaille d'honneur vulcaine et la médaille Tralfamadorian, posez pas de questions, c'est Star Trek, du bon pote. Je me dois aussi de préciser que tout ceci est une parodie des nombreux personnages féminins trop parfaits présentes dans beaucoup de fanfictions de l'époque, bien sûr, ça n'est pas sérieux. Abigail est une putain de Marissou, elle m'énerve tellement, je te jure, elle remplit quasiment toutes les cases. Elle est très jeune, elle fascine nos deux protagonistes de manière paternelle, faut pas déconner quand même. Ils deviennent ces deux papounets qui lui apprennent la chasse et la pêche. Elle tient des conversations au niveau doctorat de littérature avec Hannibal, et il s'avère qu'elle participait au crime de son papa en sachant très bien ce qu'il faisait, ce qui dans cet univers est un super pouvoir. Genre dans la tête de Hannibal, il y a les gros noobs qui tuent pas, les nerds qui tuent qu'une fois, et les tchads tueurs en série. Je sais pas de qui elle pourrait être un self-insert, mais il manque plus que ça pour qu'elle soit la vraie de vraie Marissou. Ajoutez à ça les multiples twists sorti un peu de nulle part la concernant. Oh mon dieu, c'est elle qui ramenait les victimes. Oh mon dieu, elle va tuer quelqu'un. Oh mon dieu, elle se fait tuer. Oh mon dieu, en fait non, elle se cachait tout ce temps. Ça crée longtemps quand même, pour rester cachée. Oh mon dieu, elle se fait retuer. Oh mon dieu, elle est vivante. Oh mon dieu, elle est morte. Tu peux te casser, s'il te plaît, bonsoir. Pas que je veuille être vulgaire, mais punaise. Abigail est donc une Marissou un peu nulle qui, dois-je le rajouter, est ici pour rapprocher nos deux protagonistes totalement et complètement platoniques. Voyons, ils sont pas en train d'élever une fille tous les deux, voyons. Chut. Chio est à peine un personnage. C'est un fusil avec des jambes qui n'est pas introduit intelligemment dans l'histoire et qui la quitte 2 épisodes plus loin et qui, comme je l'ai dit plus tôt, n'est absolument pas maître de ses actions qui vont être constamment déterminées par d'autres personnages. Bien sûr, il n'y a pas que du mauvais dans les personnages féminins, Oh. Non, attends, le meilleur pour la fin.
Margot Verger ressemble énormément à sa version littéraire, si ce n'est pour son physique. Je suis toujours très triste de ne pas avoir ma lesbienne bodybuildeuse, moi. Et bien sûr, sa meuf devient Alana Bloom, ce qui paraît logique dans cette version de l'histoire, même si ça donne l'impression que ces personnages ne fréquentent absolument personne d'autre que le groupe qu'on voit à l'écran, ce qui va participer à l'étrangeté de voir débarquer Molly de nulle part plus tard. Beverly Katz n'est ici pas un gender swap, elle était présente dans l'équipe de choc du Dragon Rouge, et ici elle est encore plus badass. Globalement, j'aime bien la petite équipe de Crawford, ces deux-là font office de comic relief dans une série extrêmement lourde, donc si tant est que cet archétype ne vous énerve pas par défaut, ils permettent d'alléger un peu tout ça. Et puis il y a Beverly qui est très amicale avec Will et Crawford, qui est fun, qui est cool, qui est plus intelligente que les deux autres, et qui, à la fin, la plus violente, grotesque et marquante de toute la série, qui, malheureusement, dans mon esprit, sera toujours liée au cheval du film avec Gillo, là, celui-là. Cette fin, à elle seule, permet au personnage de rester dans l'esprit de tous ceux qui ont vu la série, et c'est une fin qui, narrativement, pas moralement, est méritée par le personnage. C'est-à-dire qu'elle a son propre développement, ses propres recherches, ses propres valeurs et surtout ses propres découvertes qui vont la mener à Hannibal qui va devoir la tuer puisqu'elle est la première à comprendre qu'il est le Chesapeake Reaper après Miriam Lass qui est notre Clarisse non officielle. Alors vu la description, j'en vois venir, Beverly Katz ne répond pas au cliché de Marisou cette fois-ci, elle a pas le bon âge, ses pouvoirs sont acquis par des années d'expérience dans son domaine, les deux héros la calculent pas plus que ça, un personnage fort n'a pas à être une Marisou malgré ce qu'ont l'air de croire beaucoup de scénaristes à Hollywood. Bref, Beverly Katz, très bon exemple d'un personnage secondaire bien écrit et bien intégré à l'histoire qui a son arc complet et qui d'ailleurs est mené à sa perte par une erreur propre à son personnage, à savoir qu'elle a toujours eu tendance à chercher des réponses quitte à ne pas suivre les voies officielles, ce qui l'a mise dans cette situation où Hannibal a pu la tuer sans se faire choper. Et puis on a... Bedelia. Comment j'ai attendu des années pour pouvoir enfin parler de Gillian Anderson. Ok, alors Bedelia est le personnage créé de toutes pièces pour la série. Il y en a d'autres bien sûr, mais dans le cast principal, il n'y a qu'elle. Bedelia est la psychiatre de Hannibal Lecter. Déjà le principe de base est super cool parce que punaise, nous les spectateurs, on sait à quel point il est pété du ciboulot, donc voir une psy tenter de le comprendre, puis regretter de le comprendre, puis plonger tête la première dans la folie qu'elle a comprise, c'est un chemin merveilleux à suivre. Les créateurs de la série ont plus de liberté autour de ce personnage pour créer un arc complet et intéressant, puisqu'ils ne sont pas entravés par les histoires d'origine. Bon, des fois, Bedelia est téléportée dans l'histoire sans qu'elle n'ait réellement de rôle actif à y jouer, mais c'est là que cet archétype de psychiatre dont l'écoute est en soi une action est très futé, puisque le simple fait de placer Hannibal en thérapie sur un canapé et de placer Bedelia en interlocutrice est à la fois une fenêtre sur l'esprit d'Hannibal, celui de Will dont il parle la plupart du temps, et celui de Bedelia qui doit supporter leur bromance toxique tout du long. Mais aussi, donc, une action des personnages inclus dans la thérapie. Ce n'est pas juste une discussion. Bedelia, dans la saison 1, est une psychiatre en plus. Elle est là pour que les spectateurs essayent de comprendre en même temps qu'elle Hannibal Lecter. Dans la saison 2, elle commence à voir ce qu'il est réellement et en a peur, essayant de couper tout lien avec lui. Mais il est déjà trop tard. Dans la saison 3, elle devient spectatrice directe de la réalité d'Hannibal Lecter et elle connaît déjà le sort qu'il lui réserve puisqu'il ne la nourrit qu'avec des produits qui parfument sa viande en préparation de sa préparation. Il y a une forme d'attirance entre les deux, ce que la séquence du bain nous montre très bien, mais surtout, au moment de se quitter, c'est Bedelia qui embrasse Hannibal. C'est un baiser d'adieu, mais ça reste un baiser. Elle essaye de se laver de tout soupçon en clamant la drogue et la folie, ce que les spectateurs, et Will, et Crawford savent pertinemment être faux. Mais ce que ressent Bedelia reste flou malgré tout. On apprend qu'elle aussi a commis un meurtre, apparemment en légitime défense, d'un patient paranoïaque que lui avait envoyé Hannibal, et on le verra, mais Hannibal a tendance à envoyer ce genre de cadeaux à ses prétendants. Mais petit à petit, on commence à douter de cette défense, alors qu'Hannibal la remet en question. Est-ce qu'on en doute parce qu'elle n'était pas réelle ou parce qu'Hannibal parvient à semer le doute chez Bedelia? Ça, on ne le saura jamais. On vient d'assister, sans vraiment le savoir, à la chute de Bedelia. Plus tard, elle commencera une discussion / thérapie avec Will qui cherche à comprendre ce qu'Hannibal lui veut et sûrement aussi pourquoi Will lui-même ne peut pas s'empêcher de penser à Hannibal. La réponse de Bedelia est de comparer sa relation avec Hannibal avec celle que Will et Hannibal entretiennent, soulignant toujours plus le côté non platonique de ce qu'ils partagent. Je dirais, elle lui dit, clair, net et précis, qu'Hannibal l'aime autant qu'Hannibal peut aimer un autre être vivant, vu sa psychopathie. Pour ce qui en est de Bedelia, le fait qu'elle dise clairement que les deux s'aiment juste après avoir comparé leur relation avec celle qu'elle avait pu avoir avec Hannibal, me fait dire qu'il y avait aussi une forme d'amour entre les deux, aussi étrange cela puisse-t-il paraître, étant donné que Bedelia n'a jamais cautionné les meurtres d'Hannibal. Mais seulement les meurtres. Bedelia n'a jamais goûté la cuisine cannibale d'Hannibal, et pourtant, une fois l'histoire de nos protagonistes conclue, c'est elle que l'on voit en dernier. Pas Crawford, pas Chilton, pas Bloom ou Marco.
Margot, pas Freddy, pas Chio, mais Bedelia, le seul personnage unique à la série, dont on vient de passer 3 saisons à observer la chute et qui ne peut plus retenir sa gourmandise. Mais elle, contrairement à Hannibal, ne cherche que ce péché, et pas celui du meurtre, qu'elle a déjà commis une fois et qu'elle ne s'est jamais pardonné. La solution est donc très simple. J'adore ce plan final, j'adore la conclusion de ce personnage et la descente dans la folie particulièrement subtile qu'elle représente. On n'a pas d'instant précis qu'on pourrait pointer du doigt et qui marque la fin morale du personnage. Même son acte final peut ne pas être vu comme un crime. Après tout, elle ne fait de mal à personne en faisant ça. Et on voit dans le jeu de Gillian Anderson un mélange de désir et d'accablement émotionnel. On voit qu'elle s'en veut d'avoir fait ça et qu'elle ne le regrettera pas. Ça aurait été facile de montrer un personnage qui devient comme Hannibal, qui finit par commettre les mêmes actes. Mais Bedelia est très différente pour des raisons qui nous sont très bien expliquées, notamment par le meurtre de son patient qu'elle refuse d'accepter. Abigail et Will aussi sont menés à cette folie meurtrière par Hannibal. Abigail y prend plaisir et finit tellement dépendante de Hannibal qu'elle se laisse tuer sans hésiter. Sans confiance en elle, elle n'aurait jamais réellement pu devenir aussi violente et parfaite dans l'art du meurtre qu'Hannibal. Will, lui, se rapproche encore plus d'Hannibal, allant jusqu'à la tuerie finale en osmose avec lui. Mais avant de réellement passer du côté obscur, désolé, c'est la manière la plus simple de l'imager, il a un dernier moment de clarté et se jette dans le vide. Ce qui fait que de 3 personnages qu'Hannibal a essayé de convertir, aucun n'est réellement devenu son élève. Hannibal a échoué les 3 fois. Et ça, c'est l'arc de Bedelia qui nous le fait comprendre. Avant que je ne démarre sur ce sujet, oui je sais ma voix est dégueulasse, je suis malade, me cherchez pas, je voulais d'abord parler un tout petit peu de la tendance globale du public disons chippé à outrance, qui place dans une relation romantique tous les personnages masculins un tant soit peu mignons qui interagissent ne serait-ce qu'une seconde ensemble. Je cautionne vraiment pas ça dans une analyse. Dans ta tête, t'es fanart, t'es fanfiction, let's go. Mais quand on essaye de réfléchir sur une œuvre en ne prenant en compte que son canon, ce genre de chip un peu gratos, bof. Mais surtout, ce genre de chip constant de tous les hommes dans la fiction ne fait pour moi que renforcer l'idée selon laquelle les hommes ne peuvent ou ne doivent pas montrer leur affection amicale entre eux, sous peine que cette affection soit perçue comme romantique. Ce qui est débile, faites-vous donc des câlins, messieurs, on en a tous besoin, c'est bien normal. Là, on va parler d'une relation romantique toxique entre Hannibal et Will, mais dans la même série, on a une relation paternelle toxique entre Will et Crawford, qui n'arrête pas de l'utiliser tout en sachant que ça lui fait du mal, et une relation d'amitié toxique entre Hannibal et Crawford, qui se rapproche énormément dans la saison 2, et qui se finit en trahison, non pas que par le crime de la part d'Hannibal, mais aussi une trahison émotionnelle, puisque la femme de Crawford se confie à Hannibal tout du long, ce qu'il utilisera pour manipuler ce dernier, et qui se traduira par la violence intense des 2 seules autres rencontres entre les deux, violence qui leur est propre dans toute la série, et qui retranscrit très bien l'intensité de la trahison, tout ça, je commence une autre tangente là donc je vais arrêter, mais si je m'apprête à parler de relations romantiques toxiques entre Will et Hannibal, ça n'est pas pour faire du ship gratuit, faites-moi confiance. Non, me faites jamais confiance, mais écoutez-moi encore une demi-heure. Dans le panthéon des séries des années 2000-2010, qui ont fait du sacré queerbait pour profiter du public extrêmement lucratif que ça apporte, on retrouve en tête de liste Supernatural, Sherlock et malheureusement Hannibal. Mais est-ce que cette appellation de queerbait est méritée ? Si je pose la question, vous vous doutez de ma réponse, mais essayons d'observer ça tel que la série nous le montre. On a une première saison qui joue un peu sur la relation de complicité étrange entre Will et son psychiatre qui s'avère être le tueur qu'il chasse. Donc cette complicité peut tout à fait être vue comme Hannibal qui se rapproche de Will pour se rapprocher de l'enquête. Mais on a des sous-entendus qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille sur ce qui va se passer. Par exemple, Hannibal va comparer leur relation à celle de Patrocle et Achille, tout en lui montrant ce qui est un très joli fanart des deux. Hannibal renifle Will, alors je sais qu'il y a le côté cannibale, tout ça, mais bon, Will va même citer du Roméo et Juliette à Hannibal. Bon, ensuite on a la trahison de Hannibal qui envoie Will en prison, c'est le drame, Will le déteste, mais se met aussi à lui courir après, d'abord pour le tuer, mais plus tard, pour tuer. La carotte au bout du bâton, c'est Will qui deviendrait un tueur aussi sophistiqué qu'Hannibal dans une espèce de danse nuptiale. La relation devient plus éhontément sensuelle. Quand même, on a droit à toute une scène de cul où les deux, là, sont avec d'autres femmes, mais le montage efface petit à petit les nanas pour superposer Will et Hannibal, chacun en extase. Il y a une des filles qui disparaît et on laisse Bloom entre les deux quand même, parce que s'il y a une fille, c'est pas gay. Je sais que techniquement, il y a eu un truc entre elle et Will, et le fait que ce soit Hannibal qui la séduise, ça fait un peu je te la pique, mais
Ok, ma façon de lire ce drama-là, moi, c'est plutôt Hannibal qui veut juste faire chier Will. Pas parce qu'il lui pique sa nana, c'était pas sa nana, il y avait plus rien entre eux depuis un moment, mais plutôt parce que c'est pas Will. Ce qui devient d'autant plus évident dans la saison 3 quand Hannibal s'enfuit à Florence avec Bedelia alors qu'il avait prévu que ce soit Will. Il se venge à coups d'amants secondaires, le bougre. Une fois passée cette séquence-là, les sous-entendus se multiplient. Mais surtout, ces sous-entendus, ne sont plus vraiment sous. À force, hein. Pour les voir comme ça, faut vraiment refuser à tout prix l'idée d'une relation amoureuse entre ces deux-là, hein. Leurs meurtres deviennent des espèces de cadeaux l'un pour l'autre, ils font des dates romantiques où ils croquent des oiseaux en voie de disparition tout cru. Hannibal va même jusqu'à inviter Will dans sa cuisine, dans le rituel qui est le plus important pour lui et de ce que nous a montré la mise en scène jusqu'à présent. Et cette mise en scène, je vous l'ai déjà dit, relie très clairement l'art et la sensualité, la luxure et la gourmandise. Et tout ça culmine à la fin de la saison 2 par Hannibal qui révèle qu'il voulait très littéralement s'enfuir avec Will et leur fille adoptive en Europe pour qu'ils puissent commettre des meurtres en famille et être heureux ensemble. Hannibal se rend compte qu'il s'est enfin ouvert réellement à quelqu'un simplement pour être poignardé dans le dos. Il fait un massacre, tabasse Crawford, vire Bloom, égorge Abigail et éventre Will, réaction tout à fait normale et saine vu la situation après tout, et remplace Will par Bedelia pour aller vivre en Europe avec lui. Et puis alors là, dans la saison 3, il y a dû y avoir un déclic dans le bureau des scénaristes, maintenant qu'ils savaient qu'ils allaient être virés à la fin de l'année de toute façon. Si des gens avec des énormes œillères pouvaient prétendre que Will et Hannibal dans les 2 premières saisons c'était platonique, ils ont dû mal vivre ce final. Non, on s'en fout des sous-entendus, plus de sous-textes, plus de nanas entre les deux, puisque les nanas finissent entre elles à se sauver des hommes complètement tarés qui les entourent. Tous les autres personnages disent ouvertement que Will et Hannibal étaient et sont peut-être encore amoureux. Freddy les décrit dans un article comme les Murder Husbands, qui, soit dit en passant, est le nom que le fandom a donné au petit couple. Bloom s'appelle, elle et Will, les fiancés de Frankenstein, mettant leur relation au même niveau d'intimité, et Bedelia répond à la question que Will se pose par la description de ce qui pourrait le plus ressembler à de l'amour pour un psychopathe tel qu'Hannibal. Mais surtout, eux deux, en plus de ne jamais contredire les personnages qui leur disent qu'ils se kiffent, ils parlent l'un de l'autre et l'un à l'autre comme s'ils étaient des ex qui ont eu une relation difficile. Le moment où Hannibal se laisse enfin arrêter en milieu de saison, c'est suite à une conversation qui est une rupture entre les deux, où Will annonce à Hannibal qu'il ne lui courra plus après, qu'il peut partir, qu'il ne veut pas savoir où il va. Ce à quoi Hannibal, le gars qui a fait un massacre quand Will a mis en péril sa liberté en fin de saison 2, ce gars se rend dans le seul but que Will sache en tout temps où se trouve Hannibal. C'est de la romance ultra toxique à son paroxysme. Sans compter que la série se finit sur l'acte qui scelle la relation que les deux avaient depuis le début de la série. Will commet enfin un meurtre avec Hannibal en symbiose totale. Vu le personnage de l'acteur, cet acte est bien plus intime que celui de l'acte sexuel. La mise en scène nous le montre comme plus intime que toutes ses relations durant la série. Je suis même quasi sûr que si on avait eu affaire à une adaptation du Silence des Agneaux avec une autre version de Clarisse plutôt que Will, on aurait eu un bisou ici. Peut-être même plus tôt pour être honnête, mais l'instant existe, l'intime est là, le contact aussi. Ce câlin post-meurtre est le même qu'un câlin post-coïtal. Et comme devrait l'être toute fiction qui traite d'une relation romantique aussi toxique et malsaine que celle-là, nous avons affaire à une tragédie qui ne peut se terminer que mal. Je sais, c'est un pléonasme, mais ils finissent par mourir ensemble. Tout ça pour dire, Hannibal, pas queerbait. Juste queer qui ne finit pas sur une relation aboutie à l'écran et pour de très bonnes raisons. Pour ceux qui sont pas trop au fait des nombreuses fictions gays qui existent sur le net, pas juste queer, pas lesbienne, mais les romances entre mecs, on a une tendance globale à avoir des relations basées sur un déséquilibre énorme de pouvoir. Un gars riche, musclé, patron de la boîte, etc., qui va manipuler un mec qui n'a rien de tout ça et multiplier les situations gênantes, clairement red flag dans la vraie vie, et pourtant, on est censé percevoir ça comme une relation romantique trop mignonne. On a tellement été queerbait que la moindre petite relation queer ouvertement montrée nous paraît trop bien puisqu'elle est montrée. Hannibal et la relation qu'il a avec Will dans la série me rappellent beaucoup Killing Stalking, un webcomic que l'auteur a catégorisé comme horreur psychologique et qui a été récupéré par ses fans et interprété comme étant une romance. Et personnellement, j'apprécie que Hannibal ait osé autant que possible développer une relation intime, toxique entre ses deux protagonistes, tout en gardant un Will Graham qui réussit à résister à cette même attraction toxique. On a bel et bien deux personnages qui s'attirent, mais l'un d'eux se refuse à
à s'enfuir dans le soleil couchant pour aller tuer des gens et les manger avec son chéri. Et je suis très fière de lui. Will Graham a eu toutes les chances, tout au long de la série, de devenir comme Hannibal. Il avait sa porte de sortie avec le riche beau gosse malsain qu'on retrouve dans tous les yaoi et manhwa de la Terre. Et on passe les 3 saisons à le voir résister à cette envie de se laisser aller à ce que son esprit lui fait vivre. À chaque fois qu'il revit un crime, à chaque fois qu'il se défend et tue quelqu'un, on assiste à un personnage qui se débat constamment, avec le petit bonus de ce même personnage qui semble se laisser aller à ses désirs pendant la saison 2, voire même changer physiquement pour plaire à Hannibal. Il est rasé de près, porte des chemises repassées, bien boutonnées, il est coiffé, tout propre sur lui, et tout ça uniquement pour Hannibal. Enfin, pour faire croire à Hannibal que c'est pour Hannibal. Ce qui nous permet cette fantaisie de les imaginer tous les deux heureux à tuer ensemble, sans que le personnage en lui-même ne devienne trop antipathique, puisque tout ça est faux, bien sûr. Mais même lorsque Will parvient à quitter Hannibal, à trouver une femme et un fils adoptif, il lui suffit de 2 épisodes à parler à nouveau avec lui pour les perdre. Certes avec un petit coup de pouce d'Hannibal et du dragon, mais sa chute finale commence. D'abord avec l'utilisation sans aucune race de Chilton, puis la perte, pas littérale, la perte romantique de Molly, pour finir par un plan qui cause la mort de plusieurs personnes, et enfin leur petite soirée romantique qu'ils finissent avec l'acte le plus intime que toute la série a passé son temps à nous teaser. Enfin, Will tue avec Hannibal. Ça reste de la légitime défense, le personnage n'est pas tout à fait moralement ruiné, mais le fait est qu'il a aimé ça. Le tuer en couple comme ça l'a mise en extase, et il s'en rend compte juste là, à cet instant précis. Et maintenant qu'il a touché au fruit défendu, il sait qu'il va en redemander. Il n'a donc qu'une seule solution pour eux deux. Comme pour Bedelia, j'aime cette fin. C'est pour moi la seule option qui, dans une tragédie comme celle-là, est une conclusion satisfaisante. Si Will avait arrêté Hannibal, on serait simplement revenu au statu quo du milieu de la saison, nous ôtant tout sens de développement. Si Will avait tué Hannibal, il n'aurait fait que descendre au même niveau moral qu'Hannibal, ce qui en termes d'arc ruinerait la lutte que Will a menée contre ça pendant 3 saisons. Si Hannibal s'en était sorti, avec ou sans Will, on aurait eu la même impression d'injustice qu'à la fin de Hannibal, le livre. Non, à mon sens, cette fin était inévitable et n'en est pas moins tragique pour Will. Ce gars a tout fait pendant des années pour ne pas arriver à ce point précis. Mais comme dans toute bonne tragédie, ses efforts n'ont fait que rendre la chute plus violente et tragique. Ouais, des fois j'arrive pas à faire des jolies phrases, vous allez faire quoi? J'ai gardé Hannibal pour la fin, bien sûr, puisque je dois vous avouer que cette version d'Hannibal Lecter est ma préférée. Déjà parce que Mads Mikkelsen, mais surtout dans les livres et du coup toutes leurs adaptations, Hannibal finit son arc aussi mal que mes 10 pages de texte sur le sujet vous l'ont déjà expliqué. Cette nouvelle adaptation, qui vire chacune des fins pourries imaginées par Harris, mais aussi leur préquel qui est très largement ignoré, permet de ne garder que le meilleur du personnage. Dragon Rouge ne se finit pas par Hannibal toujours en prison sans jamais avoir mis un pied dehors. L'arc des Vergères ne se termine pas par Hannibal heureux qui se barre avec le personnage qui venait de passer 2 livres à nous répéter que c'était un monstre. Et les origines du mal est réduit à son strict minimum, à savoir que Hannibal a mangé sa petite sœur de force et que celui qui lui a fait subir ça est puni. Archio, qui est à peine un personnage ici, je l'ai déjà dit, c'est pas l'adaptation la plus parfaite, mais Dieu que c'est meilleur ce qu'on a eu à l'origine. Ce qui nous reste, c'est, il faut se l'avouer, un personnage qui ne ressemble pas beaucoup à son homologue littéraire. Ici, Hannibal est plus proche de ce que la culture populaire avait fait du Hannibal de Hopkins, qui déjà n'était pas celui du livre. Grâce à ce téléphone arabe, on arrive sur un Hannibal manipulateur, distingué, apprécié de toute la haute, très propre sur lui, bien habillé et riche, très bon thérapeute quand il veut l'être, mais aussi rancunier, voire capricieux, obsessionnel et surtout, grand amoureux de l'art, en particulier l'art d'autres tueurs qui, comme lui, n'utilisent les meurtres que comme première étape d'un projet plus important que des vies humaines. Tout comme le Hannibal de Hopkins, je ne le vois pas du tout faire ça, mais je le vois pas non plus faire ça. Non, en fait, je sais, c'est bizarre, mais il ressemble plus à la version de Brian Cox. Ces deux-là ne sont pas si éloignés que ça. Hannibal est le parfait exemple du psychopathe, en particulier dans cette version du personnage. La différence principale et importante que je lui trouve, c'est sa façon d'aimer. Donc dans les livres, les films et la série, Hannibal a techniquement des love interest. Dans les livres, c'est Clarisse, j'ai déjà crié dans vos tympans fragiles ce que j'en pensais, mais pour ce qui est du fait qu'Hannibal soit montré comme amoureux de Clarisse à la fin, sans aucune remise en question de ce qu'il ressent, c'est pour moi le moment où Harris a oublié que son personnage était censé être l'un des cas de psychopathie les plus poussés qu'on puisse imaginer. Et un psychopathe aussi profondément atteint ne tombe
pas juste amoureux. Avant de continuer, bien sûr que tout ça ne s'applique pas forcément à la vraie vie, puisque dans la vraie vie, les études sur les tueurs en série comme ceux que représente Hannibal sont limitées par le nombre de sujets, et chaque cas est extrêmement différent, et la psychiatrie est un sujet très flou, puisque l'esprit humain est flou. Bref, on parle de psychopathes fictionnels là, et de narration et écriture de personnages plus ou moins satisfaisantes à voir ou à lire. Ceci étant dit, entre un tueur en série qui tombe amoureux d'un coup au bout de 3 livres, finit sa vie heureux avec pour compagne un personnage qui du jour au lendemain va à l'encontre de tout ce qu'elle était avant ça, c'est une des conclusions les moins satisfaisantes que j'ai jamais connues. Alors que quand cet Hannibal tombe amoureux, déjà on pourra jusqu'au bout remettre en question l'utilisation de ce mot, mais ça se fait aussi sur 39 épisodes de 45 minutes de manière particulièrement graduelle, naturelle et logique. Ça c'est pour sa relation à l'amour. Mais pour le reste, Hannibal est Hannibal et personne d'autre. Si d'autres souffrent, ça n'est pas sa souffrance, donc il s'en fout. Si on confond souvent les sociopathes et les psychopathes, c'est parce que ce qu'on fait passer pour des psychopathes en fiction, en particulier dans les films, sont en réalité des sociopathes qui agissent de manière impulsive, cherchent activement la souffrance de l'autre, quitte à recevoir de plein fouet les conséquences de leurs actions, tout en trouvant ces conséquences injustes, puisque leurs envies devraient passer avant tout le reste. La psychopathie est un désordre mental qui tend à effacer toute autre considération que soi. Si Hannibal tue un violoncelliste, ça n'est pas parce qu'il l'a particulièrement énervé, c'est parce que ce violoncelliste ruine son appréciation d'un morceau de musique. Si Hannibal, dans la série, garde Abigail en vie, ça n'est pas parce qu'il l'aime, mais parce qu'elle est une condition qui lui permettra d'obtenir Will. S'il aide Margot et Alana, ça n'est pas parce qu'il considère que Mason mérite de mourir, c'est parce qu'elles sont sa seule porte de sortie. Un psychopathe est égocentrique au sens premier du terme. Le monde tourne autour d'eux. Ça n'emmène pas forcément à de la violence. Les meurtres de psychopathes sont simplement une étape pour obtenir autre chose. Quelqu'un est un obstacle, il faut l'éliminer pour avancer, tant que les conséquences sont évitables ou moins importantes que le but à atteindre. C'est notamment pour ça que je déteste l'idée d'un préquel à l'histoire d'Hannibal Lecter, d'une explication, un instant précis qui a fait basculer Hannibal vers le tueur cannibale qu'il est. Un psychopathe n'a pas d'explication. C'est ce qui les rend fascinants. Leur esprit ne fonctionne juste pas comme le nôtre. Le fait qu'Hannibal tue n'est pas la partie intéressante. Ce qu'il est, c'est son but. Les plats subtils et complexes qu'il crée à partir d'une matière première qu'il ne peut obtenir que par le meurtre. Et ce qui rend Hannibal bien plus intrigant que d'autres psychopathes fictionnels, c'est que lui a parfaitement conscience de son trouble mental, puisqu'en plus de cette psychopathie avec laquelle il est né, il est doué d'une intelligence extraordinaire. Ce qui nous offre un personnage qui déjà a cette absence totale d'empathie qui lui permet de tuer sans remords, qui a un but constant qui lui demande de tuer régulièrement, et qui a les connaissances nécessaires pour ne pas se faire attraper. Son esprit logique et quasiment sans émotion comprend que ce qu'il fait est moralement mal, mais lui n'a pas de morale. Pour avoir une morale, il faut prendre en compte l'autre. Mais il n'y a qu'Hannibal qui compte. Cette morale, c'est celle des autres, et les autres ne comptent pas. Mais la loi et les conséquences qui pourraient le mettre en danger sont dictées par cette morale. Il faut donc être extrêmement prudent, ne froisser personne, ne laisser rien voir. Si Hannibal cache ses meurtres, ce n'est pas parce qu'il a honte de ce qu'il fait, c'est pas parce qu'il sait que c'est mal, puisque le concept de bien et de mal ne compte pas, encore une fois. Non, s'il se cache, c'est parce que les conséquences à ses actes, s'ils étaient connus, lui feraient du mal à lui. Il souffrirait, il serait enfermé, il ne pourrait plus vivre comme il le veut. Et ce qu'il veut est le plus important. La série capture parfaitement cet égocentrisme sans empathie extrême, mais aussi cette conscience de la morale des autres et de l'image qu'il faut leur rendre pour qu'ils vous trouvent normal. Ce que la série rajoute, c'est d'autres buts à Hannibal. Le premier, c'est la mise en scène des corps qu'Hannibal laisse derrière lui. C'est pas mon ajout préféré, c'est un peu grotesque, surtout si on rajoute tous les autres tueurs en série de la région qui par hasard ont ce même but de création artistique à base de meurtre, d'autant plus que le choix de l'homme blessé comme mise en scène peut paraître gratuit au spectateur. La série met plus en avant le besoin de comprendre qu'il s'agit de l'homme blessé pour le relier dans l'enquête à Hannibal, plutôt que la raison de ce choix d'œuvre bien spécifique, à tel point que même dans les analyses de la série que j'ai pu voir par-ci par-là, ce sujet n'est jamais traité, en tout cas pas de ce que j'ai vu. Tout ce que je peux imaginer en connaissant le personnage, c'est que cette œuvre mélange parfaitement son amour de l'anatomie humaine et son amour de l'art, mais aussi son égocentrisme. Pour reproduire cette œuvre sur une personne réelle, il doit faire preuve d'une mémoire parfaite, d'une connaissance de l'anatomie parfaite et d'une précision parfaite. L'homme blessé est complexe.
Hannibal est, selon son propre ego, l'homme parfait qui peut recréer cette œuvre, voire l'améliorer. C'est aussi pour ça que quand le docteur Gideon parvient à faire croire qu'il est lui cet homme parfait qui peut créer cette œuvre, Hannibal est vexé dans son ego. Il est le seul à pouvoir faire ça, pas Gideon. Mais bon, ça c'est dans ma tête parce que punaise, pour une série aussi verbeuse, il y a personne qui nous explique ses mises en scène. Mais l'autre but créé par la série, en toute petite partie inspirée par les livres, c'est Will. Qu'on soit clair dès à présent, Hannibal n'aime pas Will, tout comme il n'aimait pas Clarice dans les livres. Si Hannibal était un réel psychopathe tellement éloigné sur ce spectre que la souffrance et la mort d'un autre ne causent absolument aucune empathie ou aucun regret, il n'est pas capable d'aimer. Pas comme nous on l'entend. Will n'est pas une personne à aimer, ça n'est même pas un objet à étudier. Selon moi, Will devient l'obsession de Hannibal au cours de la série parce que Will pourrait peut-être être Hannibal. Et il n'y a qu'Hannibal qui compte. Ok, je voulais juste faire une phrase un peu classe, mais en gros, ce que j'essaye de dire, c'est qu'Hannibal pense enfin trouver quelqu'un d'exactement comme lui. Imaginez vivre une vie entière durant laquelle vous avez parfaitement conscience d'être l'anomalie, alors que votre ego vous affirme que vous êtes le seul à avoir raison. Hannibal est au-dessus des autres selon Hannibal. Il est supérieur, ce qui est reflété parfaitement bien par sa façon de s'habiller, de se tenir, le choix de sa décoration et même son statut social lui-même. Hannibal est parfait et le reste du monde ne comprend pas ça. Pour moi, le fait qu'il raffole de l'idée de faire manger ses œuvres aux autres à leur insu est dû au fait qu'il prouve que ces gens ont tort de penser que ces actes sont immoraux. Après tout le monde chante les louanges de la cuisine d'Hannibal, et cette cuisine serait condamnée par ces mêmes personnes si elles savaient d'où elle venait. Dans ces instants, Hannibal se prouve à lui-même qu'il a raison. L'art en vaut le travail, même si Hannibal ne pourra jamais révéler ses secrets de cuisine. Puis arrive Will, qui petit à petit paraît avoir les mêmes envies qu'Hannibal. Il comprend l'art du meurtre, les envies des tueurs, les mises en scène complexes d'Hannibal et des autres. Il apprécie même la cuisine d'Hannibal. Et surtout, Will comprend Hannibal bien mieux que n'importe qui. Bedelia met beaucoup plus de temps à le comprendre et finit par adopter un des buts d'Hannibal sans utiliser ses méthodes, puisque Bedelia n'apprécie pas de tuer. On le sait grâce à sa réaction face à un meurtre qu'elle a dû commettre pour se défendre. Bedelia ne pourrait jamais devenir Hannibal. Will le pourrait. Il peut tuer, il peut aimer tuer. C'est ce qui terrifie ce personnage depuis le début de la série. C'est la conclusion à laquelle il arrive dans le livre, celle selon laquelle il choisit de ne pas tuer. Dans la série, il n'a pas le choix. 2 fois, il tue pour se défendre. La première simplement par arme à feu, pour défendre une adolescente sans défense. La deuxième, c'est un cadeau de la part d'Hannibal, tout comme le patient offert à Bedelia qu'elle serait forcée de tuer. Une proie facile que Will tue à coups de fusil, mais c'est pas réellement cette mort le cadeau. Non, Hannibal va ensuite aider Will à mettre en scène le corps. C'est ça le cadeau. Will décide de réaliser l'œuvre débutée par le meurtrier afin de faire croire que sa mort faisait partie de son dessein. Mais le fait est que Will et Hannibal, hors champ, ont découpé puis mis en scène ce corps. Un moment intime pour Hannibal. Partager son artisanat avec un autre est exceptionnel, puisque l'autre devrait avoir cette satanée morale, cette empathie qui l'empêche de créer, parce que l'autre est en dessous. Et en lui offrant ce cadeau, Hannibal espère transformer Will en parfait Hannibal. Et ça, la série nous le montre clairement par l'utilisation de l'image du Wendigo. Le Wendigo, c'est une légende amérindienne qui dit que si quelqu'un se laisse aller au cannibalisme pour se libérer de la faim, alors il se transformera en créature mi-homme, mi-cerf, à la silhouette famélique, qui si elle mange ne sera que plus affamée. Hannibal, ou plutôt le Chesapeake Reaper, est représenté par cette image de Wendigo très tôt dans la série, avant même que Will ne comprenne que le tueur mange des parties de ses victimes. Et cette créature représente parfaitement bien Hannibal, qui ne sera jamais rassasié. Il continuera à tuer, dévorer et avoir faim. Will, dans la série, commence à se transformer en ce monstre. Des cornes de cerf lui poussent. Il commence à apprécier le laisser-aller. Il n'est pas exactement pareil qu'Hannibal, puisqu'il est rongé par les regrets, la culpabilité de ses meurtres, mais il en est proche. La deuxième moitié de la saison 2 est passée à transformer Will en Wendigo, en Hannibal. On le voit même par son aspect physique, comme je l'ai déjà dit. Bien sûr, ça n'est qu'un mensonge, enfin presque. Will tue réellement et crée cette mise en scène, donc c'est à moitié un mensonge, mais au moment de tuer sa première victime en solo, Freddy Lounds, il ment à Hannibal. Et quand ce dernier croit que Will est prêt, il prévoit leur échappatoire, cette vie parfaite entre créatures parfaites, Hannibal, Will qui lui ressemble et Abigail qui pourrait être modelée par eux deux. Mais Will a menti. Sans Will, Abigail n'a aucun sens. Hannibal l'entraînait uniquement dans le but de l'offrir à Will pour l'aider à prendre la décision de partir avec Hannibal de son propre chef. Donc,
Sans Will, Abigail ne vaut plus rien. Et la personne la plus proche d'être Hannibal après Will, c'est Bedelia. Mais elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas Will, donc dès qu'il réapparaît dans la vie d'Hannibal, l'obsession revient. La possibilité de ne pas être seul. C'est pour ça que le « je te pardonne » lui fait mal. Hannibal ne veut pas être pardonné. Hannibal considère que tout ce qu'il fait est totalement justifié. Il n'a besoin d'aucun pardon. Et il croyait que Will pouvait comprendre ça. Tuer et dévorer Will offrirait une satiété immédiate puisque la possibilité qu'il se transforme après ça paraît trop éloignée. Plus tard, il va aller le sauver uniquement après qu'il ait démontré sa violence sans inhibition en attaquant Cordell à coups de morsure. La possibilité d'un Will sans morale, d'un Wendigo, réapparaît. Mais non, Will refuse. Will n'a pas la même obsession qu'Hannibal. Ou bien c'est uniquement ce dont il essaye de se convaincre. Et si Hannibal n'est pas loin, si l'option d'une discussion, d'un rapprochement est présente, peut-être que Will pourrait se transformer. C'est pour ça que Hannibal accepte de perdre sa liberté. Rappelez-vous, un psychopathe fera ce qui est nécessaire pour obtenir ce qu'il veut tant qu'il n'aura pas de conséquences ou que les conséquences sont moins importantes que le but à atteindre. C'est ça l'amour d'Hannibal. Vouloir tellement transformer Will qu'il est prêt à laisser tomber sa liberté à laquelle il tenait tant un peu plus tôt. Je suis très étonné que l'image du Wendigo ne soit pas réutilisée à la fin de la série, puisque selon moi, si Will ne voit comme échappatoire que la mort, c'est parce qu'il a fini sa transformation. Il est Hannibal. Pas exactement, puisque la psychopathie n'est pas acquise, mais il a accepté que le but artistique d'Hannibal vaut bien la mort d'un autre. Son empathie s'est fissurée, et sans elle, lui et Hannibal pourraient créer des merveilles. C'est pour ça qu'aucun d'entre eux ne peut survivre, parce que le Wendigo est et restera affamé. Cette version d'Hannibal est ma préférée, tout simplement parce que cette obsession, ce soi-disant amour, n'en est pas vraiment un. Ici, c'est clair que Hannibal ne peut pas aimer malgré ce dont Will se convainc. C'est Will qui parle d'amour, pas Hannibal. Lui veut juste un autre avec qui partager son art entièrement, sans filtre et sans secret. Et cette relation absolument pas platonique est très bien développée des deux côtés du couple. Si Will se rapproche d'Hannibal, c'est que lui non plus ne veut plus cacher ce que son esprit lui montre. Il veut arrêter de lutter constamment, d'aller à contre-courant. Ces 3 saisons sont passées à nous montrer un Will qui est en constante souffrance. Le seul moment de légèreté qu'on lui voit, c'est avec Molly. Et ça, Hannibal ne peut pas le laisser faire. Il ruine ce petit bonheur pour montrer ce qu'est réellement la liberté d'esprit à Will. Hannibal veut un autre Will. Will veut être libre. Ils obtiennent tous les deux ce qu'ils veulent à la fin. Et ces 2 arcs, qui ne sont pas parfaits, je sais que là, vu comment je les décris, on pourrait croire que la série est absolument géniale. Il y a pas mal de trucs embêtants dedans, vous l'aurez compris, j'espère, mais je peux passer outre les soucis, puisque la série parvient à me focaliser sur ces 2 arcs qui avancent en symbiose tout du long pour arriver à cette conclusion à la fois libératrice et tragique. Oui, je l'ai dit que j'aime cette série.